Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur midilibre.fr, bienvenue sur l'ensemble de nos supports numériques. Nous sommes ce soir à Lunel pour un débat important, débat consacré à l'éolien flottant en Méditerranée, un débat qui fait l'objet de nombreux échanges partout en France, on va y revenir. Et ici, en Occitanie, après un débat à Rivesaltes, nous sommes à Lunel pour échanger avec à la fois des experts, des spécialistes du sujet, et puis les lecteurs, les citoyens, les électeurs qui ont à la fois des questions, des propositions et du débat à enrichir. Alors, trois personnes, trois relais, trois experts vont nous suivre tout au long de cette soirée. À mes côtés, Étienne Balland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission particulière du débat public EOS. Merci d'être à nos côtés. Vous nous direz tout à l'heure quel est l'objet de ce débat et quels sont évidemment les enjeux qui sont portés par ce débat. Frédéric Autric, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de projet au ministère de la Transition écologique à l'Adréal Occitanie. Merci d'être à nos côtés. Vous préciserez évidemment tout à l'heure un certain nombre d'éléments et vous répondrez surtout aux arguments et aux questions de la salle. À vos côtés, Yannick Bocquenet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de projet au sein de RTE. Vous nous direz ce qu'est RTE tout à l'heure. Vous nous préciserez évidemment l'émission. À vos côtés, Yannick Philippona, bonsoir. Bonsoir. Reporter au sein de notre journal Midi Libre, vous allez à mes côtés co-animer ce débat, cette intervention par vos nombreuses questions. Première question que je voudrais vous poser, Étienne Balland, pour poser finalement ce débat et ces échanges. Question très simple, pourquoi ce débat? Pourquoi l'État a souhaité initier ce type de débat sur l'éolien flottant? Alors, merci beaucoup de votre question. C'est une question récurrente. Pourquoi on fait ça et à quoi ça sert? Alors la chose est assez simple en fait. L'État, avant d'être un ministère ou un autre, c'est d'abord le législateur. Et donc la loi est aujourd'hui très claire et même elle s'appuie sur un article, l'article 7 de la Charte de l'environnement dans la Constitution française qui stipule que toute personne a le droit d'être informée et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l'environnement. Et donc tout projet qui a un impact sur l'environnement, eh bien, au tout début de son élaboration, doit faire l'objet d'un moment, tel que nous vivons ce soir, c'est-à-dire d'un moment de participation, de possibilité pour le public d'être informé et de participer, je le redis, à l'élaboration de la décision. Vous voyez, les mots sont forts. Il ne s'agit pas juste d'être consulté ou de voir si vous êtes pour ou vous êtes contre, c'est pas ça. On propose à chaque citoyen de s'exprimer, de s'informer et de donner son avis et surtout de débattre. C'est-à-dire pas seulement je suis pour, je suis contre, voilà, ou ça m'intéresse, etc. C'est véritablement les questions que vous vous posez, ce que vous voulez apporter, les contributions, peut-être des propositions, et peser sur les choix. Aujourd'hui, la devise de la Commission nationale du débat public qui organise ce débat, c'est « Ma parole a du pouvoir », et c'est véritablement ça qu'on défend. Alors un tout petit point pour compléter ma réponse plus technique, on va dire. L'État, en l'occurrence le ministère et Réseau de transport d'électricité, alors peut-être qu'ils ont souhaité organiser ce débat, mais ils ont surtout été obligés de saisir la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante, pour lui demander, effectivement, si oui ou non il était nécessaire d'organiser un débat. Cette commission, on l'a décidé souverainement et de façon indépendante en disant oui, le projet est d'une telle ampleur, il impacte, en fait, non seulement il impacte, il engage en fait la Méditerranée française pour de très longues années. Savoir si oui ou non on s'engage dans la production massive d'électricité en mer, dans la Méditerranée française, c'est un choix national, c'est un choix à la fois économique, politique, social, et puis environnemental, parce que cette mer est particulière. Et donc 4 mois pour finalement prendre le temps de bien poser cette question et savoir si il est opportun ou il n'est pas opportun, j'ai envie de dire, de continuer d'appuyer sur le bouton vert ou sur le bouton rouge, ou d'attendre un petit peu pour appuyer. Toutes les options sont possibles à l'issue du débat. Merci de ces précisions. Elles nous aident en effet à comprendre les enjeux de ce débat. Je vous propose, Étienne Balland, que l'on passe une vidéo concernant le débat public et qu'on revienne sur scène avec Frédéric Autric et Yannick Bocquenet. Elle, c'est Camille. Et Camille est comme tout le monde. Elle aime bien quand on l'écoute. Alors, quand elle a entendu qu'un projet d'éolienne flottante allait voir le jour en Méditerranée, elle s'est dit que ça aurait été bien qu'on lui demande son avis, avant que tout se décide sans elle. Heureusement pour Camille et pour tout le monde, rien n'est encore décidé. Comme ce projet est un très gros projet d'aménagement, un débat public est organisé. Son but ?
Informer, évidemment, mais aussi inviter tout le monde à participer au débat avant de décider ou non de poursuivre le projet. Et pas besoin d'être expert pour s'exprimer. Chacun peut poser ses propres questions sur n'importe quel sujet ou proposer ses idées. Pas seulement sur la couleur des éoliennes, Camille, sur l'opportunité du projet, la localisation de zones potentielles, les alternatives éventuelles, l'impact environnemental ou les enjeux socio-économiques. Bref, tout ce qui t'intéresse. Et même si l'État qui porte ce projet n'est pas tenu d'appliquer les remarques de tout le monde, il a l'obligation de répondre à toutes les questions. C'est comme ça, c'est dans la loi. Alors vous aussi, faites comme Camille et exprimez-vous sur ce projet de territoire et participez au débat organisé par la commission particulière du débat public. Et c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site web du débat ou sur les réseaux sociaux. En plus de tout ça, des débats locaux seront organisés sous la forme d'ateliers cartes, de jeux, de visites de terrain, sans oublier les traditionnelles réunions publiques. Le tout dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Alors, n'attendez pas que ce projet se fasse sans vous, prenez la parole. Et retour à Lunel sur scène autour de ce débat sur l'éolien flottant. Vous venez de l'entendre, on a laissé la parole à Étienne Balland qui nous a posé les enjeux de ce débat. Yannick Philippolin, vous allez interroger nos deux autres invités qui seront le fil rouge de ce débat, Frédéric Autric et Yannick Bocquenet, avant évidemment de donner la parole à la salle. Yannick. Oui, j'avais une question d'abord pour Frédéric Autric. Vous êtes le responsable de ces deux projets, de ces deux champs d'éoliennes potentielles en Méditerranée. On a envie de vous poser une question toute simple. Finalement, pourquoi de l'éolien en mer? Qu'est-ce qui a poussé le ministère de la Transition écologique que vous représentez à se lancer dans cette voie? Frédéric Autric. Eh bien, écoutez, la France est engagée à en fait, diversifier ses sources d'énergie pour assurer la sécurité de son approvisionnement et également de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre économie. Et donc, le développement des énergies renouvelables est au cœur de cette stratégie. L'objectif, c'est notamment de faire augmenter la part de la production d'électricité d'origine renouvelable à 40% d'ici à la fin de la décennie. Aujourd'hui, on est un peu moins de 20%. Donc, c'est de doubler finalement ces capacités électriques d'énergie renouvelable. Et cette diversification, elle se fera principalement par le photovoltaïque et l'éolien. Et l'éolien, c'est l'éolien terrestre, mais c'est aussi l'éolien en mer. Et donc ce projet s'inscrit dans cette dynamique. Très bien. Une question aussi pour vous, Yannick Bocquenet. RTE, pourquoi RTE? Qu'est-ce que vous êtes, je crois, quand même co-maître d'ouvrage dans ces deux projets de ferme éolienne. Expliquez-nous en quelques mots. Tout à fait. Donc RTE, on est co-maître d'ouvrage sur ces projets-là. Donc RTE, Réseau Transport Électricité, que vous avez plutôt l'habitude de rencontrer sur la terre ferme, puisque nous avons plus de 105 000 km de lignes électriques sur l'ensemble du territoire français. Et donc nous sommes le gestionnaire de ce réseau-là, de transport haute et très haute tension. Et nous l'exploitons, nous le maintenons, nous le créons tout au long de l'année. Mais également, nous avons un rôle très important qui est celui d'assurer la stabilité du réseau. Donc ça, on le perçoit un peu moins dans nos actions au quotidien. Mais effectivement, ce réseau doit être équilibré en tout temps de la journée, et de la nuit et de l'année. C'est-à-dire que la production ne peut pas dépasser la consommation et inversement. Donc il faut qu'en tout moment, il y ait un équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Et ça, c'est RTE qui y veille avec un soutien, donc tous les producteurs d'électricité et puis également les consommateurs. Donc ça, c'est notre rôle. Et on verra peut-être par la suite aussi pourquoi nous sommes co-maîtres d'ouvrage sur ces projets-là en mer. On va pouvoir y revenir pendant cette heure et demie de débat. Olivier, je crois qu'on a un petit film qui est prévu. Absolument, un film sur la maîtrise d'ouvrage notamment. La France a engagé sa transition énergétique. Pour développer les énergies renouvelables, l'État priorise les actions à mener sur 10 ans dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et prévoit notamment l'installation de 2 parcs d'éoliennes flottantes en Méditerranée. Grâce à leur technologie innovante, les éoliennes flottantes ont une forte productivité. Elles peuvent en effet être installées loin des côtes, là où les vents sont forts et réguliers, sur des flotteurs ancrés au sol marin. Au niveau mondial, cette technologie est en expansion.
Développer cette filière en France dès aujourd'hui, c'est à la fois diversifier la production électrique française et saisir une opportunité économique majeure. Le projet prévoit que chacun des deux parcs ait une puissance de 250 MW et bénéficie à terme d'une extension de 500 MW, portant ainsi la puissance installée par parc à 750 MW. L'énergie produite serait transportée vers le réseau électrique par RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, avec un raccordement mutualisé entre chacun des parcs et leur extension. Ce sont des entreprises spécialisées qui développeront chaque parc éolien, puis son extension. Une première procédure d'appel d'offres prévoit d'attribuer en 2022 la construction des premiers parcs à 1 ou 2 lauréats, puis une seconde, à partir de 2024, confiera la construction de leurs extensions à 1 ou 2 lauréats. L'État, après concertation des acteurs locaux, a identifié 4 zones d'études en mer propices à l'implantation de parcs d'éoliennes flottantes. 4 zones d'études pour le raccordement électrique, comprenant chacune une partie en mer et une partie à terre, ont aussi été déterminées. De nombreux enjeux se conjuguent au sein des zones étudiées en mer et à terre. Biodiversité, défense nationale, sécurité et trafic maritime, présence de 3 fermes pilotes d'éoliennes flottantes en cours de déploiement, tourisme et loisirs nautiques, pêche et aquaculture, activités économiques et portuaires, patrimoine et paysages, foncier agricole. Les parcs éoliens et leurs raccordements devront être installés dans les zones où les impacts sur l'environnement et les activités humaines seront les plus faibles. Dès aujourd'hui, le public est invité à prendre part à un débat public. Il pourra notamment participer à la définition des caractéristiques du projet, en particulier la localisation des futurs parcs et de leur raccordement. L'État souhaite que le débat permette d'identifier au moins 3 zones préférentielles pour l'implantation de 2 parcs éoliens et de leurs corridors de raccordement respectifs. Au moins une zone préférentielle devra être située en région Occitanie et une en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour en apprendre plus sur le projet, l'État et RTE ont élaboré plusieurs documents d'information à destination du public, tels que le dossier du maître d'ouvrage, un livret technique ou un atlas cartographique. Vous les retrouverez sur le site de la CNDP, qui vous permettra également de prendre part au débat. Des éléments qui permettent évidemment de mieux comprendre ce débat et qui permettent également de mieux comprendre les enjeux de cette soirée. Nous allons passer proprement dit au débat, au temps des échanges. Je vais en rappeler les règles du jeu. On a souhaité que ce débat soit le plus ouvert possible, le plus large possible, que nos 3 invités puissent échanger, commenter, réagir aux différentes questions de la salle. Donc nous avons à notre disposition évidemment 1h30 devant nous. 2 personnes vont vous passer le micro. C'est Christine et Emma qui sont dans la salle avec moi. Le principe est assez simple. Levez la main. Les micros vous seront mis à disposition. Présentez-vous. Levez-vous. Nom, prénom, d'où vous venez. Et puis posez votre question. Faites un commentaire. Tout simplement, faites une proposition. Et on fera réagir évidemment l'un de nos 3 invités sur chacun des sujets évoqués dans cette salle. Alors, qui veut poser ou qui veut intervenir le premier sur ce sujet qui a été posé ici dans la salle? Alors, monsieur, levez-vous, c'est Emma qui va tenir le micro pour les questions sanitaires, puisque vous imaginez bien que nous sommes à l'intérieur et qu'on a évidemment besoin de tenir toutes les règles sanitaires face au Covid. Présentez-vous et puis intervenez. Bonsoir, Jacques Quai-de-Ville de Moguio. Alors tout d'abord, j'ai vu, comme tout le monde là, j'ai l'impression que le débat sert strictement à rien, puisqu'on nous dit qu'il est déjà décidé qu'il y aura une zone du côté Occitanie et une zone côté, je dirais, Côte d'Azur, et que déjà il est décidé qu'on passerait de 250 à 750 MW. Donc déjà, premier point, à quoi servons-nous? Est-ce que le gouvernement ne se moque pas de nous comme il s'est moqué des gens qui étaient réunis à Paris pour l'environnement, 151 propositions, quasiment aucune de retenue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, on nous dit que ce sont des énergies vertes, que ça ne pollue pas, etc. Alors moi, je suis très, très inquiet parce qu'on sait que les éoliennes, déjà à terre, c'est environ 1000 tonnes de béton,
qu'en mer, c'est environ 2000 tonnes quand elles sont sur le sol, et les éoliennes flottantes, si j'ai bien calculé, c'est 16 000 tonnes. Ne croyez-vous pas que là, on détruit le paysage terrestre, sans oublier qu'on va détruire le paysage maritime, avec en particulier, et c'est prévu, des pales qui feront que ça atteindra 220 mètres de hauteur. Donc ça, c'est la première question. Et puis, j'achèverai là-dessus parce qu'il faut laisser la parole à d'autres. On nous a dit, ce sera prévu la destruction des bétons, par exemple, dans le sol, etc. Moi, je me souviens, quand on a construit les premières centrales nucléaires, qui aussi, c'est des milliers de tonnes de béton, on m'avait dit, mais vous ne tracassez pas, dans votre facture d'électricité, vous avez une part qui est réservée à la destruction, qu'on mettra de côté. Et bien cet argent-là, il a complètement disparu. Donc est-ce que ce ne sera pas exactement la même chose dans 40 ans, quand il faudra détruire le béton? Merci. Merci Jacques Quetteville, merci pour ces 3 questions. Exactement, peut-être je me tourne vers vous, Étienne Balland, pour une première question qu'on pourrait tous se poser quand même, et tous les citoyens. Vous êtes certain que ce débat sert à quelque chose? C'est un peu ce que vous nous dites. Hein. Oui, enfin, je crois que je vais déjà commencer par dire que je vous comprends assez bien, monsieur, sur la question que vous posez. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Et alors, il y a des exemples, effectivement, vous avez raison, il y a des exemples où les débats publics ont peut-être pas servi à grand-chose, il y a des exemples où les débats publics ont servi beaucoup. Alors, on peut choisir les différents exemples, je vais pas, ce serait intéressant. On a essayé de faire un peu des chiffres quand même pour essayer de savoir comment un projet sortait d'un débat public. Est-ce qu'il avait été modifié ou pas? Est-ce qu'il était abandonné? Donc, est-ce qu'on pouvait voir, mesurer l'effet du débat sur les projets? Donc, et ça, c'est uniquement à la sortie du débat, quelques mois au moment où l'État prend sa décision. On a constaté une chose assez simple, c'est pareil pour les concertations. Il y a quelques projets qui continuent leur vie comme ils sont entrés, c'est-à-dire qui ressortent d'un débat comme ils sont entrés. C'est une infime minorité, c'est moins de 10%. Vous en avez encore une infime minorité qui sont abandonnés à la fin du projet, à la fin du débat. Il y en a. C'est entre 5 et 10% à peu près. Tout le reste sont des projets qui ressortent profondément modifiés. Alors, sur plein de choses. Ils peuvent être modifiés sur leur caractère, alors, si on prenait les éoliennes, ça pourrait être sur le nombre d'éoliennes, sur l'endroit où on les met, sur plein de choses, sur l'économie, sur voilà, plein de choses. Ils peuvent être modifiés aussi sur leur calendrier, c'est-à-dire qu'ils peuvent être retardés, pensés différemment. Je vais prendre un exemple ferroviaire, par exemple. On a fait un débat public en 2005 sur la ligne qui devait aller de Paris à Nice, donc le plus vite possible. Donc Aix à Nice, le plus vite possible. Il est sorti de ce débat qu'on n'a pas touché encore d'ailleurs à Aix-Nice, mais qu'on a fait de la gare de Marseille. Alors vous allez me dire, voilà, c'est un changement majeur, profond. Le débat a servi, en fait, en se reposant des questions différemment, en allant chercher sous les tapis, parce que c'est ce qu'on fait dans le débat public. On éclaire tous les coins de la pièce, tous les coins du sujet. Eh bien, il sort des choses, et on a 4 mois pour le faire, et il sort énormément de choses. Et je vais vous dire très honnêtement, à la fin d'un débat public, le projet peut-être a changé, mais ce qui est sûr, c'est que le sujet, la question a changé. La société dans laquelle on a fait le débat public, elle a aussi changé. Donc très concrètement aujourd'hui, je pourrais vous prendre des exemples, mais on n'est pas encore à la fin du débat. Mais si vous me permettez peut-être 1 ou 2 mots, très simple. Si je peux, voilà. La question de... Alors vous avez parlé d'autres choses, je laisserai peut-être le maître d'ouvrage répondre sur des points, mais un point important, quand on a commencé ce débat, on parlait d'éoliennes. Aujourd'hui, on parle de politique énergétique. C'est assez clair, c'est-à-dire que l'État est venu dans une logique dans une intention, alors parce que vraiment il n'y a pas de décision de l'État, ça je voudrais quand même le préciser, c'est important. Il n'y a pas à ce jour de décision de l'État de faire ce projet. Il y a une intention de le faire, et donc un débat public pour voir si c'est opportun ou pas de le faire. Les mots sont quand même importants, donc il n'y a pas de décision. Alors en revanche, il y a une intention. Cette intention, c'est essentiellement d'aller vers une logique de production massive, importante, commerciale, de centrales électriques en mer. On va dire les mots comme ils sont, peu importe ce que chacun emploiera. Il s'agit bien d'une production importante en mer. Bien. Aujourd'hui, dans le débat, énormément de personnes, et une grande partie du public dit peut-être, entre guillemets, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais la politique énergétique, ça ne doit pas se résumer à ça. La politique énergétique, puisqu'on nous parle de changement climatique, puisqu'on nous parle de toutes ces questions-là, en fait, on veut pouvoir peser sur tous les leviers. Et on demande à l'État, et l'État, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un scoop que je lui dis ce soir, à l'État, il le sait, il l'a entendu depuis 3 mois, on lui demande, attendez, avant vraiment d'appuyer à fond sur l'éolien, sur l'ENR, il y a d'autres leviers de la politique énergétique, la sobriété, l'efficacité, que le public aujourd'hui demande fortement. Et dans ce débat, ça s'exprime fortement. Donc je peux vous dire une chose, monsieur, à la fin de ce débat, dans le compte-rendu qu'on va faire, il y aura des recommandations très fortes sur cette question-là. C'est-à-dire que
ce projet, et je vais le dire aussi comme ça, un acteur l'a dit, je termine là-dessus, une personne l'a dit à Marseille il y a 15 jours, elle a dit, au final, ce projet, il peut m'intéresser, mais s'il n'aboutit pas à une réduction de la consommation, alors il ne sert à rien. Je donne un petit peu un exemple d'une façon dont finalement le débat permet de reposer les sujets. Et 2 questions précises. Yannick Philipponin. Peut-être pour compléter sur cette première question, à Marseille également, Madame Barbara Pompili a dit on prendra en compte, si tout le monde est contre, si les scientifiques disent que c'est pas bien. Peut-être Frédéric Autric, vous pouvez confirmer que l'État prendra en compte tout ce qui va être dit, ce débat. Les dés ne sont pas pipés. De toute façon, c'est un des objectifs d'un débat public. Pour le porteur de projet qu'est l'État aujourd'hui, au stade du débat, c'est effectivement de démontrer que son intention est la bonne, que pour la France et pour le bien commun, ce projet doit pouvoir se poursuivre. C'est évidemment notre intention. Ensuite, c'est de l'adapter, c'est-à-dire de prendre en compte les préoccupations, les propositions qui pourraient le faire évoluer. On évoquait les modifications qui peuvent être celles-là. Et la ministre a rappelé qu'effectivement, si un certain nombre de sens interdits apparaissaient à l'issue du débat, elle regarderait. Mais elle a quand même rappelé l'urgence climatique qui nous touche, et qui elle-même a des impacts sur la biodiversité, et que pour ce faire, il est important d'agir et d'avancer. Alors, des questions étaient précises posées par Jacques Quetteville. Peut-être vous pourriez y répondre sur les éoliennes en mer, la défense de la nature avec les 1000 tonnes de béton, enfin des questions assez précises sur lesquelles je pense vous deux vous pourriez apporter des éléments. Oui, alors effectivement, cette préoccupation qui a été exprimée sur les bétons, notamment, ce que j'en ai compris en tout cas, c'était le béton qui pouvait être utilisé pour les fondations des éoliennes terrestres, sans doute également pour les fondations des éoliennes posées. Là, on est sur une technologie qui est complètement différente, c'est l'éolien flottant. Alors, c'est une technologie innovante. Cette innovation, en fait, elle résulte sur le mixage, le couplage entre 2 technologies qui sont éprouvées, les éoliennes en mer, c'est-à-dire des turbines qui vont pouvoir permettre, avec la force du vent, de produire de l'électricité, et des plateformes flottantes ancrées au fond marin, qui sont des technologies largement utilisées dans le domaine de l'oil and gas, ou de l'hydrocarbure offshore. Là, l'objectif, c'est de coupler les 2. Alors, pour reprendre à la question du béton, je l'ai dit, on a des flotteurs. Donc ces flotteurs, ils peuvent être soit en acier, ils peuvent être soit en béton, soit en structure mixte acier-béton. Donc aujourd'hui, la technologie qui est soumise au débat, elle n'est pas identifiée. Nous, on a l'intention de mettre ces éoliennes en mer, mais le sujet de la conception, on y reviendra, n'est pas défini à ce stade. Et ensuite, elles sont ancrées au fond de la mer. Donc quand on les ancre, c'est avec des ancres. Donc il n'y a pas de béton au fond de la mer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y avait une question sur le démantèlement en fin de vie, qui est effectivement une préoccupation. Là, on est sur des projets très importants qui engagent finalement des financements significatifs. Et il est prévu dans les contrats qui seront passés avec les développeurs, puisque ce n'est pas l'État qui construira ces éoliennes en mer. On l'a vu, il y aura des procédures d'appel d'offres qui seront lancées si le projet se poursuit. Ces développeurs auront des garanties financières à constituer dès le départ du projet pour que si d'aventure ils n'étaient plus en capacité à la fin des 25 ou 30 ans d'exploitation des parcs de démanteler les installations, ça puisse être fait par subsidiarité finalement, par l'État avec ces garanties qui ont été mises en place. Donc il n'y aura pas de reste à charge finalement, j'allais dire du contribuable, entre guillemets, pour faire ceci. Yannick Bocquenet, vous voulez compléter, préciser Peut-être qu'il y avait également une question sur les 250 MW, 500 MW à venir par la suite. Alors, je vais répondre côté raccordement électrique. C'est aussi une intention de RTE que de favoriser cette mutualisation. C'est-à-dire que le poste électrique que l'on a aperçu dans le petit film, on le souhaite mutualiser, c'est-à-dire qu'il puisse être unique et construit à la dimension de plusieurs parcs qui pourraient venir à cet endroit-là. Donc plutôt que d'imaginer un poste électrique en mer raccordant chacun des parcs éoliens, on a souhaité un parc unique, un poste en mer unique, pour raccorder ces différents parcs. Donc ça permet de mutualiser les moyens, ça permet bien sûr d'avoir des coûts plus intéressants que si on avait plusieurs postes électriques en mer, et ça permet également d'optimiser l'espace en mer. Donc là, le poste électrique tel qu'il était présenté pour raccorder 2 parcs, on est sur la moitié en superficie, la moitié d'un terrain de football. Donc c'est autant qu'on arrive à mutualiser ces systèmes-là. Est-ce qu'on peut peut-être préciser ces mégawatts, ça va correspondre à quelle électricité et pour combien de personnes? Ça, c'est toujours des questions que les gens se posent.
Alors, dans le Frédéric. projet qui est porté par l'État, on l'a vu, c'est à terme 2 parcs de 750 MW chacun. C'est-à-dire, si on fait la somme des deux, ça fait 1500 MW. Bon, c'est un petit peu compliqué. En production d'électricité, ça équivaut à la production d'un réacteur nucléaire moyen français. Donc, pour ceux qui utilisent l'autoroute A7 et qui passent près de la centrale nucléaire du Tricastin, on est sur un des 4 réacteurs qui produirait l'équivalent de ces éoliennes en mer. Je reprends lien avec la salle. Qui a d'autres questions? Qui a des commentaires? Levez la main et le micro va se déplacer. Christine, si vous voulez bien venir juste devant. Monsieur a ici une intervention à faire. Allez-y, monsieur. Bonjour, Patrick Michel, je suis grand motois et je suis expert en évaluation environnementale puisque je dirigeais un bureau d'études pendant 40 ans sur ces sujets. Les éoliennes offshore flottantes sont des objets qui sont relativement simples finalement, technologiquement. J'exagère un petit peu. Mais ils s'insèrent dans un milieu marin, notamment offshore, qui est beaucoup moins connu que le milieu marin côtier. On a très peu de retours d'expérience des impacts de ces éoliennes flottantes. Et d'ailleurs, c'est souligné dans une petite note de synthèse que je recommande au public de lire, qui est l'autosaisine du Conseil national de la protection de la nature du 6 juillet 2021 sur le développement des ENR offshore et ses impacts sur la biodiversité, le patrimoine naturel et les paysages. C'est une synthèse qui est extrêmement bien faite et la conclusion, c'est qu'on connaît très peu de choses. Donc je voudrais insister sur la nécessité d'avoir des études environnementales et des études d'impact de très haute qualité. Alors je sais très bien, parce que j'ai mené moi-même des études, j'en ai dirigé pour de nombreux ouvrages maritimes, qu'il y a l'expertise en France pour faire ce type d'études. Mais il faut insister quand même sur plusieurs critères. Ces études souvent sont relativement analytiques, c'est-à-dire qu'elles portent sur des compartiments qui sont un petit peu séparés. On étudie le benthos, on étudie les cétacés, on étudie les oiseaux, etc. Il y a très peu d'approches écosystémiques, c'est-à-dire relation entre ces différents écosystèmes. Donc il y a une marge de progrès que les opérateurs éoliens et RTE pour la partie de raccordement pourraient mettre à profit pour augmenter la pertinence des études d'impact. Deuxième chose, il y a, alors ça c'est courant dans la plupart des études, une mauvaise approche des impacts cumulatifs. Donc ces impacts cumulatifs, ça peut être des impacts cumulatifs à l'intérieur d'un compartiment. Par exemple, les cétacés peuvent être gênés par la turbidité de l'eau, ils peuvent être gênés par le bruit. Et la somme de ces impacts est plus importante que la somme des impacts individuels. Donc ça, c'est notre premier effet cumulatif, qui généralement n'est pas bien traité dans les études d'impact. La deuxième chose, c'est aussi alors ça a une petite difficulté parce qu'il y a 2 maîtrises d'ouvrage, RTE qui s'occupe du câblage et l'opérateur. Donc il faut également que les impacts cumulatifs des 2 opérations soient bien pris en compte, que les méthodes employées par les bureaux d'études, qui ne sont pas obligatoirement les mêmes, soient bien coordonnées. Donc ça, c'est la deuxième chose. Impact cumulatif avec les autres activités. Donc il peut y avoir des activités portuaires. Là, tout à l'heure, c'était très bien expliqué dans la petite vidéo. Et évidemment, impact cumulatif avec le développement attendu des autres éoliennes. Parce que 4 éoliennes posées n'auront pas le même impact qu'un champ de 40 ou 50 ou 60 éoliennes. Donc il y a un très gros travail là-dessus à faire. Voilà, donc, alors je voudrais terminer, je m'excuse de prendre le voilà. Il y a aussi Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait que vous incitiez beaucoup aussi sur la nécessité du suivi. Enfin, le suivi environnemental est prévu évidemment dans la réglementation, mais c'est une approche qui est très importante parce que c'est celle qui va permettre de vérifier que les impacts qui sont prévus, l'étude d'impact est prédictive, il y a des impacts qui ne vont pas se produire ou peuvent se produire, d'autres qui n'ont pas été prévus mais qui vont se produire, donc le suivi est extrêmement important. Donc mettre les moyens sur le suivi et surtout pouvoir disposer de ce suivi, parce que le suivi est fait généralement par des opérateurs privés, donc qui vont garder en quelque sorte les données, et si on ne met pas ça au sein d'une banque de données générale, il est extrêmement important de pouvoir piocher dans cette banque de données pour améliorer
l'implantation et le fonctionnement des éoliennes. Voilà. Allez, messieurs, vous répondez peut-être sur les études d'impact. Oui, tout à fait. Oui, je vous remercie en tout cas pour vos propositions qui, en tout cas, pour un certain nombre d'entre elles, correspondent tout à fait à ce que nous avons en tête. L'impact de l'éolien en mer sur la biodiversité, c'est forcément une de nos préoccupations. On est le ministère de la Transition écologique, donc je voulais le rappeler. Pour revenir sur ce que vous disiez, ça nous paraît effectivement tout à fait fondamental que les études d'impact soient de bonne qualité. Et dans le cadre de la réforme d'une loi au service d'une société de confiance de 2018, en fait, ce qui est prévu pour le développement de ces projets éoliens, s'il se poursuit, c'est que l'état initial de l'environnement sera réalisé par l'État et RTE. Ça, c'est un point très important. On a mis en place à l'échelle de la façade un conseil scientifique constitué de scientifiques indépendants qui pourront aider l'État à calibrer les protocoles qui permettront de faire l'état des lieux précis de l'environnement, et ce ne sera pas donc finalement le développeur industriel qui fera cet état des lieux. Par contre, c'est lui qui réalisera l'étude d'impact. Ça, c'est un premier point. Cette étude d'impact, et vous l'avez dit, elle sera commune au projet. Le projet, c'est des éoliennes, un raccordement électrique. Donc on aura bien une étude d'impact unique, à la fois portée par RTE et le porteur de projet industriel. Par rapport aux impacts cumulés, c'est une préoccupation que nous avons aujourd'hui au ministère de la Transition écologique. Depuis 2018, nous avons mis en place un groupe de travail avec des scientifiques qui s'appelle ECUM, pour impact cumulé en mer des énergies marines renouvelables, et qui est vraiment concentré sur l'éolien. Donc il y a des méthodes qui sont en train d'être définies pour justement savoir comment faire ce travail d'impact cumulatif que vous avez tout à fait rappelé de manière très juste et qui est relativement complexe. Donc on a beaucoup de réunions en ce moment, et on sait que pour ces fermes commerciales, si elles se développent, on aura les résultats de ces réflexions. Et enfin, ce que je voulais préciser, c'est que, on y reviendra sans doute, mais pour les fermes pilotes qui sont en cours de déploiement en Méditerranée, il y a, au-delà du conseil scientifique de façade que l'État a mis en place, il y a des comités de suivi locaux qui sont prévus à la main des porteurs de projets, mais qui associent un certain nombre d'acteurs pour que justement le suivi environnemental qui est prévu dans les études d'impact se concrétise et qu'on en ait justement la connaissance et qu'elle ne soit pas gardée auprès de quelques-uns, mais bien partagée à l'échelle de la façade. Et ça, c'est vraiment fondamental pour la réussite de ces projets. Yannick Bocquenet et puis Étienne Balland. Peut-être juste un petit complément sur les suivis et sur les données environnementales notamment. Donc depuis quelques années, c'est assez récent quand même, nous avons, maître d'ouvrage, porteur de projet, nous avons obligation de mettre à disposition sur un site dédié de l'État notamment, l'ensemble de ces données environnementales. Donc pour que déjà les organismes scientifiques de l'État puissent les consulter, mais également puissent être réutilisés pour des projets ultérieurs et ensuite enrichir cette connaissance-là. Étienne Balland. Oui, merci beaucoup pour votre question. Alors, je retiens déjà tout de suite votre proposition. Je pense que c'est vraiment intéressant d'entendre des propositions, des contributions comme ça sur la question, et nous demandant d'insister dans notre compte-rendu effectivement sur cette question du suivi et de la mise à disposition de l'information. J'ai bien entendu votre propos, et c'est notre mission, et c'est vrai que c'est parfois difficile, il faut le reconnaître. Pas plus tard qu'il y a 1 heure, on était en train de discuter de la façon dont les porteurs de projets pourraient mettre à disposition du débat public certaines données qu'ils nous disent qu'ils vont nous donner, et puis ça met un peu de temps, c'est un peu compliqué, etc. Donc je pense que vous avez tout à fait raison d'appuyer sur ce point-là. Monsieur Autric a fait état effectivement d'évolutions de la loi qui permettent quand même aujourd'hui qu'une partie des questions environnementales soit traitée par la puissance publique et pas seulement par les opérateurs privés, ce qui est un progrès, à mon avis incontestable, mais un progrès, sans doute pas encore tout à fait abouti à ce qu'on pourrait avoir. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la particularité de la question environnementale et notamment biodiversité dans ce débat. Vous l'avez dit, et en fait les scientifiques le disent depuis longtemps, et ils l'ont dit avant le débat, ils le disent pendant le débat, ils disent on n'en sait pas assez, il y a des choses... Alors, pour le dire peut-être plus simplement, le débat n'est pas le moment de l'étude d'impact. Voilà, on va commencer par ça, c'est quand même le premier point. L'étude d'impact, elle arrive plus tard, parce qu'elle a besoin d'un projet bien ficelé, bien précis, pour pouvoir en faire l'étude d'impact, et vous le savez bien, vous avez travaillé dans ce domaine. Et donc le débat public, c'est un moment difficile, parce que c'est un moment où on voudrait avoir beaucoup d'informations environnementales, et on se rend compte qu'on n'en a pas tant que ça, et on ne sait pas très bien encore bien mesurer les impacts. Et c'est une vraie difficulté. Donc il revient au débat public, alors parfois avec l'aide de l'autorité environnementale, qui peut être saisie pour une demande d'étude de cadrage qui n'a pas été faite dans le cadre de ce projet. Mais du coup, il revient au débat public de véritablement essayer de faire le point sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas.
de demander aux scientifiques de venir s'exprimer pour dire ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Et effectivement, alors ils viennent pas tant que ça, les scientifiques, dans le débat, c'est une vraie difficulté. Ils pensent que c'est pas pour eux. Ils pensent que le débat public, c'est un truc, c'est politique, on va s'empailler dans des réunions conflictuelles, etc., qu'ils n'auront jamais le temps d'exprimer le fond de leur pensée, et tout ça, c'est difficile. Donc on essaie de les faire venir. Le CNPN est venu pour justement défendre son propos et dire pourquoi il disait, quelles conclusions il avait. Ça a été des moments importants. Et effectivement, il ressort aujourd'hui qu'à la fois dans l'étude bibliographique qu'a pu faire l'État, qu'il y a des degrés différents de robustesse des connaissances en fonction des compartiments écologiques qui sont concernés. Et en particulier, un point qui a été mis en avant très fortement, c'est ce qu'on appelle l'avifaune migratrice, c'est-à-dire les migrateurs terrestres, donc les migrateurs qui traversent la mer mais qui vivent sur Terre, et qui sont des tout petits oiseaux pour la plupart, qui voyagent en très grand nombre, et dont on sait très peu de choses. Là, je vous parle qu'un seul compartiment, mais on pourrait parler d'une partie de la faune sous-marine, des cétacés, des mammifères marins, des poissons, quasiment dans les mêmes termes, avec quand même certaines espèces qu'on connaît mieux, dont on connaît le comportement. Vous avez aussi beaucoup d'observations de sciences participatives en Méditerranée pour connaître la présence des mammifères marins, des dauphins, etc. Donc il y a des choses, voilà. Mais vous avez raison de dire, aujourd'hui en tout cas, au moment du débat public, là où on se parle, il y a véritablement des trous dans la raquette en termes de connaissance de la biodiversité marine méditerranéenne française. Vous voulez ajouter un mot ? Oui, je voulais rajouter un mot. En fait, la France a vraiment l'ambition de développer l'éolien en mer. On a une façade maritime qui est le deuxième gisement de vent en Europe. Et donc, bon, l'intérêt, c'est d'aller trouver des vents forts et réguliers en mer. Donc, il y a vraiment cette ambition. Le Premier ministre a annoncé fin août, lors d'un déplacement qu'il a fait à Saint-Nazaire, l'importance qui devait être consacrée justement à la connaissance de la biodiversité en mer, qui est un milieu mal connu, pour pouvoir justement, finalement, la mettre au regard de ces projets d'éolien en mer que la France souhaite développer. Et donc, il a annoncé, c'est vraiment une masse inédite en France, 50 millions d'euros qui vont être mobilisés à l'échelle des façades pour justement compléter les manques de connaissances qui vont être identifiés et concertés à l'échelle de façades, notamment avec les scientifiques. Poursuivre le travail que j'évoquais tout à l'heure sur la nécessité de caler les impacts cumulés, et s'est engagé également à ce que la synthèse des retours d'expérience des parcs déjà construits à l'étranger, et notamment en Europe, il y a 5000 éoliennes en mer qui sont déjà installées en mer du Nord et en mer Baltique, qu'on puisse, même s'ils ne sont pas toujours transposables, trait pour trait à nos façades, eh bien en tirer les enseignements. Donc là, il y a un gros travail qui va être fait. Et enfin, je voulais préciser qu'avant cette annonce du Premier ministre, nous avons également débloqué les fonds nécessaires pour justement qualifier les oiseaux migrateurs en mer Méditerranée. On a plus de 3 à 4 milliards d'individus qui franchissent la mer Méditerranée. Et l'idée, là, c'est vraiment de caler avec des bagages d'oiseaux, eh bien, quelles sont la distribution spatiale de ces espèces, leur comportement en vol, à quelle altitude ils cheminent, pour pouvoir justement ensuite qualifier les impacts ou non des éoliennes en mer sur ces oiseaux migrateurs et les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation qui devront être mises en place par les porteurs de projets. Je vous propose qu'on repasse à la salle. Alors, il y a une question par ici. Christine, c'est à vous, monsieur. Je vous ai vu également. On va vous... Merci. Si vous pouviez vous lever. Oui. Votre nom, prénom. On ne verra pas beaucoup la différence. Tout de même, Merci, si, pour la caméra, faites-moi confiance. Oui, Pierre Allez-y. Maigre, Bien président sûr. de la LPO Occitanie. Alors, je dois dire que je partage un peu les craintes de mes prédécesseurs, que ce soit au niveau de l'utilisation qui sera faite de ce débat public. On est trop souvent en prise avec des décisions qui vont à l'encontre de tout ce que les citoyens peuvent exprimer. Je repense, pour rester dans le domaine du ministère de la Transition écologique, par exemple, où même ça ne concerne pas l'éolien, mais c'est pour illustrer notre préoccupation. En ce qui concerne les chasses traditionnelles, lorsque vous avez 80% ou 85% des Français qui s'expriment contre ce type de pratique, quand la Commission européenne dénonce ces pratiques en disant qu'elles ne devraient pas avoir lieu, quand le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française, les considère comme illégales, aujourd'hui on se trouve encore avec un projet d'arrêté ministériel qui pour nous est inique. C'est un déni de justice et ça, aller à l'encontre de la Commission européenne et du Conseil d'État, c'est proprement scandaleux. Et on se pose la question, faut-il encore répondre à ce type de débat, à ce type de questions? Est-ce qu'on n'a pas notre temps, ne pourrait-on pas le consacrer à quelque chose de plus efficace pour la protection de la nature et de la biodiversité? Ceci étant, une fois que Vous êtes là. Et donc j'ai c'est vidé efficace. mon sac,
Et on va effectivement, parce que je suis tout à fait conscient de la nécessité impérieuse de production d'électricité. Je ne souhaite pas que nous nous éclairions avec une bougie ou que l'on prépare notre repas avec un feu de bois, qui aurait aussi des impacts au niveau du réchauffement climatique par ailleurs. Et puis, sachant que, ne serait-ce que parce qu'il y a une évolution, une augmentation de la population, et puis que nous sommes dans une société de plus en plus, même si on cherche à faire des économies, de plus en plus consommatrice d'énergie électrique. On parle maintenant de voitures électriques. Je n'évoquerai pas, si je l'évoque de toute manière, en disant que je ne le fais pas, je le fais quand même, tout ce qui est ordinateur, etc. Et puis avec le réchauffement climatique, bien entendu, les climatisateurs, etc. etc. Ceci étant, en ce qui concerne les études d'impact, effectivement, elles sont primordiales, mais il faut donner du temps au temps. Si les études d'impact sont réalisées sur quelques mois, ça sera du travail bâclé. À minima, pour les oiseaux, il s'agirait à minima du cycle annuel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand j'entends parler de bagage d'oiseaux, pouvant répondre à ce type de questions, je pense que c'est utopique et pas du tout réaliste. J'ai moi-même bagué 40 000 oiseaux dans la région, donc je sais à peu près de quoi je parle, mais le bagage ne donne jamais la hauteur, ne donne jamais... Il faut que l'oiseau soit capturé ou trouvé mort. S'il tombe au beau milieu de la Méditerranée, haché ou pas par une éolienne, on n'aura aucune information. Donc, ça serait des géolocalisateurs, voire même des balises Argos, qui ne s'appliquent pas à l'heure actuelle sur les passereaux, bien entendu, puisque vous savez que quand on met des équipements, ils ne doivent pas dépasser 5% du poids de l'oiseau. Donc, tout ceci, c'est du rêve, mais ce n'est pas du tout possible. Ensuite, on peut effectivement déterminer des zones de passage d'oiseaux ou de présence d'oiseaux, parce qu'on pense à l'oiseau migrateur, mais il n'y a pas que des oiseaux migrateurs. Il y a des oiseaux dans le biome méditerranéen qui sont spécifiques. Le balbuzard pêcheur, chez nous, a des gènes différents de ce qu'on peut retrouver dans tout le reste de l'Europe, voire de tout le reste du monde. Voilà, on peut être fier d'avoir un balbuzard pêcheur de type méditerranéen chez nous, qui pêche en mer et qui pourrait éventuellement être victime d'éoliennes en mer, pourquoi pas. Même titre que les pingouins, que le pingouin volant, je le rappelle, contrairement aux manchots, et on en trouve en Méditerranée l'hiver, au même titre que des fous de bassin, que des puffins, des pétrels, etc. etc. Donc on se pose tout ce genre de questions, et en plus, on sait déjà que les inventaires, les études préalables réalisées sur l'éolienne terrestre ne sont pas toujours à la hauteur, que la mise en fonction d'éoliennes terrestres nous réserve des surprises, pas toujours heureuses d'ailleurs, avec parfois une véritable hécatombe. Je prends le cas du parc éolien d'Omelas en Hérault, où des espèces comme le frocon cresserellette sont durement impactées. Or, c'est quand même une espèce avec moins de 500 couples en France, où l'État a mis en place un plan national d'action et consacre de l'argent public pour sa sauvegarde. Quand je vois qu'en moins de 10 ans, 60 individus ont été trouvés, je ne dis pas ont été tués, ont été trouvés au pied des éoliennes, morts, on peut supposer que la mortalité est bien supérieure parce qu'on sait que tous les animaux tués ne sont pas trouvés et en plus, la prédation, les renards, les corvidés ou d'autres rapaces peuvent très bien venir consommer les... Et j'achèverai le truc en posant plusieurs questions. Comment va-t-on vérifier cette mortalité en mer ? Je vois mal des gens faire le 24 heures sur 24 le pied des éoliennes pour essayer de trouver des cadavres, car on sait que les systèmes actuels avec radar, avec caméra, etc., ne sont pas fiables à 100%, bien s'en faut. Deuxièmement, l'autre question, est-ce que la règle éviter, réduire, compenser sera mise en application ? Et comment, d'ailleurs, comment compenser quelque chose qui pourrait éventuellement avoir un impact sur les cétacés ? Je ne vois pas très bien, mais on va sûrement me proposer des solutions. Et puis j'arrive au bout. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal parce qu'il y aura forcément d'autres échanges. Alors, il y a un temps de commentaires, évidemment, sur ce projet, et puis 2 questions précises. Qui veut y répondre ?
Je veux bien y répondre. Allez-y, Frédéric Concernant Autric. donc, votre préoccupation par rapport à l'étude d'impact donc de qualité, ça rejoint une proposition qui a été faite. Et effectivement, je rappelle que ce sont les services de l'État qui sont des services instructeurs, que ces études d'impact, elles sont soumises à une autorité indépendante qui est l'autorité environnementale. Il y a une enquête publique, un rapport d'un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Et in fine, l'autorité compétente pour autoriser un projet qui aura un impact sur l'environnement, c'est l'État. Donc on a effectivement des collègues qui sont très vigilants, et notamment par rapport aux espèces protégées et aux oiseaux en particulier. Pour le cycle de ces études, là je vous rejoins complètement, vous parliez d'un cycle interannuel, mais même il faut aller, je pense, au-delà, pluriannuel. Donc dans le calendrier du projet qu'on développe pour les fermes commerciales, on est largement sur cette temporalité-là, puisqu'on a prévu 2 ans d'état initial, plus au moins un peu moins d'1 année d'études d'impact, donc on est sur, j'allais dire, un triennal. L'étude Migralion elle-même, dont on parlait tout à l'heure, j'ai parlé de bagages. Effectivement, il y a quelques espèces qui seront baguées. Après, il y a d'autres technologies qui sont prévues. Il y a des observations, effectivement, qui sont prévues pas par les hommes. Il y a aussi des radars qui sont envisagés. Alors après, je ne connais pas tous les détails de l'étude, parce que ce n'est pas l'État qui porte cette étude, c'est l'Office français de la biodiversité, avec sa délégation de façade Méditerranée, et qui fait appel à des spécialistes pour les différentes missions qui sont attendues et qui ont démarré. Le marché a été notifié au printemps de l'année 2021. Cette étude Migralion, elle concerne les oiseaux migrateurs, mais également les oiseaux marins, puisque vous l'avez rappelé, on a un certain nombre d'espèces endémiques à la Méditerranée qu'il faut absolument qualifier. Donc voilà, ça c'était pour rapidement donner cet élément. Et pour revenir sur l'anecdote d'Omlas, ça renvoie à l'humilité qu'il faut avoir par rapport à la nature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que toutes les technologies, tout ce qu'on peut imaginer va fonctionner. Il y a effectivement un apprentissage qui se fait. Alors dans le cas particulier d'Omlas, il faut voir que l'espèce de faucon est arrivée après l'installation du parc. Donc le parc, quand il a été autorisé, l'espèce n'était pas présente. Et que l'État agit, puisqu'il a interdit l'exploitation de la ferme éolienne d'Omlas, qui jusqu'au 15 octobre ne fonctionne plus, comme vous pouvez le voir si vous êtes... j'allais dire habitant à proximité. Alors pour répondre à votre question, mortalité en mer, ben oui, c'est une vraie problématique. On ne va pas pouvoir aller compter les oiseaux qui auraient été rentrés en contact avec les pales des éoliennes et qui seraient tombés à l'eau. Donc il y a des technologies qui sont en cours de développement, radar, vidéo. Moi je rappelle que le projet qu'on porte, c'est une mise en service en 2029, on est en 2021. Donc si le projet se poursuit, j'ai confiance aussi à la technologie pour faire en sorte qu'on améliore les techniques qui permettront d'identifier ce qui se passe en vrai, donc ça renvoie au suivi environnemental. Et enfin, sur les mesures ERC, j'ai pas en tête, en tout cas n'étant pas un spécialiste, de mesures de compensation qui pourraient être faites par rapport aux cétacés. Je rappelle en dernier lieu que si d'aventure une mesure de compensation devait être faite, ça veut dire qu'on n'aurait pas pu éviter l'impact sur ces cétacés, que les mesures de réduction qu'on aurait mises en place ne seraient pas suffisantes, et qu'enfin on devrait compenser. Pour les fermes pilotes qui ont été autorisées, notamment en Occitanie, on a 2 fermes pilotes qui ont été autorisées, donc les études d'impact ont été validées. Il n'y a pas de mesure de compensation qui a été prévue sur les cétacés. Par contre, il y a des mesures de suivi qui sont prévues, notamment par des mesures acoustiques, pour à la fois connaître le bruit en fonctionnement de ces éoliennes, et enfin vérifier si, par ce qu'on appelle une méthode acoustique passive, les mammifères sont perturbés par le fonctionnement de l'éolienne, avec des mesures avant et après. Donc ces suivis qui seront faits lorsque les fermes seront à l'eau, donc on envisage en 2023, nous permettront d'ici 2024 d'avoir ces premiers résultats. Des compléments, Yannick, ou je passe à la salle? Yannick. Oui, alors juste un petit complément sur la compensation, effectivement. Alors pas sur les cétacés, mais sur les oiseaux cette fois-ci, et toujours sur les fermes pilotes. Pour ce qui en est vu aujourd'hui, c'est que on n'agit pas, enfin, ces mesures de compensation ne sont pas là pour agir, pour celles qui ont été prises, ne sont pas là pour agir sur le fait de cette mortalité, mais au contraire prendre le problème à la base et se dire si on favorise comment dire, dans cette chaîne alimentaire de l'espèce animale, si on favorise l'oiseau à sa base, c'est-à-dire à son nid, ça permettra une meilleure survie de l'espèce dans le temps et donc un nombre plus important d'espèces présentes. Et pour le coup, alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est réel. Pour les parcs en Occitanie, ce sont des actions qui sont menées sur les îles marseillaises notamment, au large des Calanques, mais également Port-Cros, où des actions de stérilisation des chats, alors arrêt, c'est leur nom, des chats sauvages, qui ont colonisé les îles depuis des années maintenant et qui font qui créent de la prédation
très importante sur les colonies d'oiseaux. Et donc cette stérilisation de ces chats sauvages permettra de favoriser la recolonisation, on va dire, de ces îles-là. Et donc du coup de repeupler un peu cette partie-là. Juste peut-être, qui n'a plus rien à voir avec le suivi et les études d'impact, qui étaient très importants, mais plus sur la notion d'augmentation de la consommation électrique. Là aussi, c'est loin d'être anecdotique. Dans les travaux réalisés par RTE, puisque certes nous assurons cet équilibre du réseau et puis la gestion de ce réseau, mais nous sommes là également en termes d'éclairage des pouvoirs publics sur ces réseaux électriques et surtout sur la consommation et la production à différents horizons. Donc ça, ce sont des exercices que l'on mène habituellement sur des horizons à 10 ans. Ici, exceptionnellement, et depuis plus d'1 an aujourd'hui, on travaille sur des scénarios, les futurs énergétiques à horizon 2050. Et dans le cadre de ces scénarios qui vont être développés et présentés par le président de RTE le 25 octobre prochain, on trace vraiment une évolution de la consommation électrique à horizon 2050 à plus de 35% de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ce n'est pas uniquement les climatiseurs et puis les trottinettes électriques, encore que les trottinettes électriques font partie de la mobilité douce. Et en fait, c'est des pans entiers qui aujourd'hui consomment de l'énergie. Alors, il faut bien faire la distinction entre énergie et électricité. L'électricité n'est juste qu'un vecteur énergétique et qui rentre dans 25% du mix complet énergétique de la France, mais ça veut dire que 75% de ce mix-là, qui est autre que l'électricité, est en grande majorité carboné. Donc aujourd'hui, utilise des carburants fossiles, charbon, fuel et puis gaz. Et donc c'est la transformation de toute cette énergie carbonée vers ce vecteur électrique qui, lui, sera le plus décarboné possible à l'horizon 2050, qui notamment sous-tendra cette augmentation de la consommation. Yannick, Philippona. Peut-être qu'Étienne veut compléter aussi, M. Balance, sur le... Alors on passe à la salle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Monsieur ici, je vous ai vu, monsieur derrière. Alors ici, là, et puis monsieur, je vous ai également vu. Christine, ce micro qui se balade dans la salle. Jean-Pierre Sabatier, c'est juste. Alors, il y a déjà environ 4 ans, au parc naturel régional de Camargue, on s'était interrogé sur les éoliennes en mer. Les 2 problèmes qu'on avait relevés, c'était justement l'impact sur les oiseaux, entre autres les oiseaux migrateurs, et la peinture sur ce qui sera en mer, entre autres, savoir si c'est une peinture qui va être mauvaise pour les poissons ou pas. Autre chose qui me semble avoir lu ces jours-ci dans la presse, je crois que le Sénat devait voter une loi pour que les maires puissent interdire une implantation. Alors, est-ce que les éoliennes sont dans un parc qui est attrayé à la mairie, enfin à une municipalité ou pas? Et puis, quelque chose qui va paraître complètement idiot, mais enfin, des fois, des choses idiotes, ça apporte quelque chose. C'est un grain de sable dans un seau. Hein. Dans la région, entre autres, on fait pour préserver les poissons, on met du béton en mer. Pourrait-on envisager que ces plots en béton, qui sont énormes, puissent pas, avec, pourquoi pas, des passages, permettre de préserver les poissons? C'est peut-être idiot, mais pourquoi pas? C'est une proposition, c'est une bonne question, monsieur. On va vous répondre avant que le micro ne refasse son tour. Qui veut répondre à ces 2-3 questions? Il y a une question sur la peinture. Vous y répondez? Oui, je veux bien y répondre. Allez-y, Frédéric. Je pense que monsieur faisait écho, comme pour tous les propriétaires de bateaux, à ce qu'on appelle les peintures anti-fouling, c'est-à-dire qui empêchent notamment les coques ou de venir coloniser le flotteur. Pour ce qui est des fermes pilotes, et je pense que ce sera une des propositions pour les fermes commerciales, il n'est pas prévu de mettre en place ces peintures anti-fouling, c'est-à-dire que le dimensionnement du flotteur accepte la colonisation par ces organismes vivants, et dans le dimensionnement de l'objet, on intègre le poids finalement que pourront avoir ces organismes marins sur le dimensionnement du projet.
justement pour éviter d'avoir utilisé ces produits. Par rapport à la question que vous posiez sur l'article que vous aviez vu concernant le rôle que pourrait avoir le maire par rapport aux éoliennes, là on est sur donc, de l'éolien en mer. Les parcs éoliens seront donc implantés dans la mer. Le droit maritime fixe en fait un certain nombre de responsabilités, donc les maires n'ont pas de compétences particulières en mer, c'est plutôt l'État qui en a. Donc dans les 12 premiers milles nautiques, c'est-à-dire en gros 22 km du trait de côte, on est dans les eaux territoriales françaises, ce qu'on appelle le domaine public maritime. Et quand on va au-delà, de 20 000 à 200 000, donc très très au-delà, on est sur ce qu'on appelle une zone économique exclusive, où l'État côtier a un certain nombre de droits souverains, notamment pour pouvoir exploiter l'énergie du vent. Donc aujourd'hui, dans le travail qui a été fait, qui est soumis au débat, on l'a vu dans la petite vidéo, l'État, avec la communauté maritime, en concertation avec elle, a identifié 4 grandes macro-zones qui pourraient accueillir des éoliennes en mer, et les projets de parcs commerciaux qu'on développe n'en occuperaient que 10% de la surface. Ces macro-zones se situent à cheval, aujourd'hui, entre ce domaine public maritime où l'État est souverain, et puis cette zone économique exclusive, où il a également des droits. Et donc, voilà, il n'y aura pas, j'allais dire, de prérogative particulière d'un élu, d'une commune, pour pouvoir dire oui ou non à l'implantation de ces éoliennes. Donc voilà, par rapport à ce point-là. Et enfin, peut-être pour les récifs artificiels, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui la profession, notamment donc des pêcheurs, met en place un certain nombre de récifs. Là, pour ce qui concerne ces éoliennes flottantes, les retours d'expérience que nous avons ne concernent pas la Méditerranée. Donc on est sur des mers différentes qui ont peut-être une richesse supérieure. On a constaté effectivement que dès qu'on immergeait là aussi sur ces façades, notamment Atlantique et mer du Nord, des ouvrages en mer, ils étaient colonisés par des espèces. Après, de là à dire que c'est un impact positif ou négatif sur l'environnement, c'est pas bien tranché. On est plutôt sur l'idée que ce soit neutre. On peut avoir des espèces qui viennent coloniser ces infrastructures qui soient, j'allais dire, des espèces opportunistes, qui n'étaient pas forcément celles qui étaient là avant. Voilà, donc il y a un petit peu un flou. Et puis, pour avoir entendu les représentants des pêcheurs lors du débat, puisque l'intérêt c'est effectivement d'échanger tous ensemble, ils nous rappellent que ces récifs artificiels sont souvent localisés de manière réfléchie à un endroit où finalement il est pertinent de les mettre par rapport à cet objectif. Nous, c'est vrai que là, les éoliennes, aujourd'hui, on les envisage pas forcément dans cette dynamique-là, mais il faut peut-être, à l'occasion des ateliers cartographiques que va manager la Commission, intégrer cette préoccupation. Étienne Balland, peut-être un mot sur les prérogatives des élus, des maires, de l'État ? Oui, absolument. En fait, vous posez une question. Alors, je ne vais pas répondre forcément sur la question, enfin, le projet de loi au Sénat, parce que je crois que c'est plutôt un symptôme de quelque chose qui est en train de se passer, qui est plus global. Et c'est ça qui est justement peut-être intéressant, et ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est déjà décidé, oui, mais par qui est légitime aussi pour décider de ces sujets-là. Et là, on voit vraiment une évolution. C'est pour ça que je voulais peut-être prendre quelques secondes pour évoquer ça. Il ne vous aura pas échappé que ce type de proposition de loi, elle vient dans un contexte où l'éolien est en question depuis le mois de mai à peu près, on va dire ça comme ça. L'éolien au sens large, et dans toutes ses formes, est en fait voilà, à la fois objet de critique et en même temps soutenu par certains, vilipendé par d'autres, et même un positionnement des politiques et puis probablement de notre futur président ou présidente de la République. À mon avis, il ou elle aura parlé d'éolien avant d'être élu en 2022. C'est une évidence. Le sujet est vraiment là sur la table. Et effectivement, ce sujet amène à réfléchir et amène beaucoup d'acteurs à dire mais finalement, c'est peut-être pas quelque chose qui doit arriver d'en haut et être systématiquement décidé par l'État sur le modèle dont l'État décidait auparavant des questions d'énergie. Je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce débat, qui change, c'est que le modèle que l'État fixe et décide et construit des centrales, des grandes centrales, eh bien on entend beaucoup de monde dans les débats mobiles, dans les discussions, dire ça c'était le modèle d'avant, c'était le modèle effectivement dont on a eu besoin à un moment donné, ça a servi à faire le nucléaire chez nous, ça a servi ailleurs à faire peut-être d'autres choses, mais que finalement la question du renouvelable, la question du climat, la question de la politique énergétique plus globalement, elle pose bien la question de qui décide, à quelle échelle on décide, quel est le rapport entre le territoire et la production d'énergie. Est-ce que l'État d'en haut vient dire c'est là, c'est là, c'est là, ou au contraire, est-ce que les territoires d'en bas disent on a peut-être plutôt intérêt, ou on voudrait ci, ou nous on voudrait plutôt se positionner là-dessus.
Et puis une dernière chose dans le débat, je vous invite à regarder les éléments là-dessus, c'est toute la dimension aussi participation citoyenne dans les projets, puisque vous avez notamment en Occitanie, mais partout en France, des personnes qui réfléchissent à la façon dont on pourrait mobiliser l'épargne citoyenne pour participer financièrement, mais pas seulement l'épargne, mobiliser éventuellement les citoyens pour contribuer à la gouvernance de ces projets. Donc vous voyez que cette question de qui décide, qui s'implique, à quel niveau de territoire c'est, aujourd'hui, il est extrêmement présent dans le débat. Voilà. Et voilà, je voulais dire ça pour vous montrer tout ce que ça porte derrière en germe. Finalement, on est peut-être en train d'inventer une nouvelle façon de décider, parce que l'objet de la décision, il est nouveau, il change, et puis il impacte, ce que je disais au début, il impacte vraiment le quotidien de chacun. Donc chacun se sent, à juste titre, on va dire, possesseur d'une part de la décision. Et ça, c'est assez neuf en matière d'énergie. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous eu le sentiment d'être possesseur d'une part de la décision sur le nucléaire, ou en tout cas sur les centrales, avant. Voilà, il y a quelque chose qui change de ce côté-là. Oui, justement, pour montrer que les choses changent, comme vous l'avez rappelé, les centrales nucléaires, on est sur 19 sites d'implantation qui ont été décidés rapidement à l'époque par le gouvernement. L'idée de développer les énergies renouvelables, ça veut dire qu'on va passer à quelque chose de beaucoup plus décentralisé. Parce que dire qu'on va augmenter par 5 l'installation de photovoltaïque d'ici la décennie et par 2 l'éolien globalement terrestre et marin, ça veut dire qu'on va effectivement venir au plus près des territoires. Et donc la gouvernance, comment se décident les projets, forcément on n'est pas sur une vision centralisée. Et pour revenir à l'éolien en mer, c'est pour cette raison que le travail en amont du débat public d'identification de zones préférentielles, enfin pas préférentielles justement, potentielles au développement de l'éolien, il a été fait en concertation avec les acteurs de la mer. Et ça me paraissait important de le préciser, c'est pas l'État qui a dit on va faire comme ça et on y va. D'autres questions dans la salle? Je crois qu'il y a une intervention. Monsieur, Christine ou Emma cette fois. Merci, vous nous apportez le micro. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, bonjour, Stéphane Euzé de Montpellier. Moi, mes principales questions sont liées à la biodiversité, mais j'aimerais comprendre la base du sujet avant de me lancer. Donc, ça sera sur l'installation, le choix des sites. On a vu 4 sites, mais dans sa globalité, on s'installe en Méditerranée. On est quasiment à cet endroit-là. Et j'ai lu, comme le disait monsieur, le rapport du CNPN, qui n'est pas quelque chose de partisan, militant. On s'est rattaché au ministère de l'écologie et de l'énergie. Et ce rapport est extrêmement à charge sur la biodiversité d'un côté, mais aussi sur le projet éolien français actuellement. On a, si j'ai bien compris, on est en train de créer à Saint-Brieuc notamment un parc éolien qui va produire l'énergie la plus chère d'Europe, l'énergie éolienne la plus chère d'Europe, parce qu'on l'a installé sur une zone où les vents ne sont pas ceux de la mer du Nord, sur un sol qui est extrêmement dur. Donc j'en arrive à me poser la question de on s'installe en Méditerranée, est-ce qu'on va retrouver les mêmes problématiques? Est-ce qu'il y a un réel besoin d'énergie? Ça, c'est une question que je me pose en tant que citoyen en France. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a besoin de se lancer aussi vite, alors qu'on a un rapport à charge d'une antenne du ministère qui dit qu'il y a beaucoup d'inconnus sur ce sujet-là? Je ne veux pas rester trop long sur la question, mais voilà. Pourquoi ces zones, à cet endroit-là? Est-ce que l'Espagne a des projets dans la même zone, ce qui va couper, qui va rendre les problématiques d'autant plus fortes de justement somme des impacts? Et voilà, vous avez compris à peu près l'idée. Qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire maintenant? Et pourquoi pas un moratoire, le temps de justement regarder la rentabilité et l'impact sur la biodiversité? C'est encore plus clair. Alors, qui veut répondre à ces interventions? Oui, je pense que Frédéric, je vous en prie. Donc l'avis, l'autosaisine du CNPN, donc qui a été publié au mois de juillet, s'inscrivait en fait dans une réaction du CNPN par rapport à la communication de l'Europe, qui a annoncé l'ambition de développer l'éolien en mer sur l'ensemble des façades maritimes européennes pour atteindre 300 gigawatts, donc c'est effectivement une grande quantité, et en disant qu'en France, il pouvait y avoir un potentiel autour de 50 à 60 gigawatts. Et donc, le CNPN s'est dit, mais finalement, si la façade maritime française devait accueillir
cette masse d'énergie, ce qui n'a pas été confirmé par une loi de programmation de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire pour la biodiversité? Donc il s'est effectivement mis dans cette autosaisine avec un certain nombre de préoccupations qu'il a pu mettre en avant sur cette logique de dire mais on ne connaît pas forcément la mer de manière très précise, et puis si on vient implanter toutes ces éoliennes, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, c'était pour rappeler ce contexte-là sur la logique un peu d'impact cumulé finalement par rapport à ce développement d'énergie en mer. Alors pour répondre à votre question, est-ce qu'on a besoin d'énergie? Alors, et pour rebondir aussi à ce qu'a dit M. Balland, lors du débat, s'est posé la question de la trajectoire énergétique et la trajectoire électrique. Au niveau de l'énergie, la trajectoire envisagée par la France, c'est quand même de réduire nos consommations d'énergie par 2 d'ici 2050. Il ne s'agit pas de dire on va continuer à consommer les énergies comme avant. Il y a un gros travail qui va être fait sur la baisse de la consommation d'énergie. Alors, une partie du public a considéré qu'il y avait des mesures en faveur de l'efficacité, notamment énergétique, qui étaient mises en avant par les politiques publiques, peut-être un peu moins sur la sobriété. Donc ça, effectivement, moi, je l'ai beaucoup entendu. Mais en tout cas, on va réduire les consommations d'énergie par 2. Ensuite, cette diminution de ces consommations d'énergie, on va évidemment les porter sur les énergies fossiles qui sont émettrices de gaz à effet de serre et qui sont la cause du réchauffement climatique et du dérèglement qu'on constate. Donc ça, c'est important. Ensuite, on l'a rappelé, pour pouvoir justement sortir des énergies fossiles, il faut pouvoir électrifier finalement les usages, donc dans le bâtiment, dans la mobilité, dans les industries. Et donc, pour pouvoir justement décarboner l'économie, on va avoir une augmentation d'électricité avec des trajectoires qui peuvent être là aussi mises en débat. L'association Négawatt a prôné des actions de sobriété beaucoup plus fortes. Je crois d'ailleurs qu'elle communiquera le 26 octobre sur un nouveau scénario qu'elle produit pour justement dire on peut peut-être, malgré l'électrification des usages, faire encore plus en matière de sobriété pour pouvoir faire en sorte que la consommation n'augmente pas. Bon, aujourd'hui, les trajectoires, on les a rappelées, elles sont dans une logique d'augmentation. Je préciserai en parallèle que par rapport à ce besoin d'énergie renouvelable, la France a un parc nucléaire qui produit aujourd'hui 70% de l'électricité, mais dans la loi, on a programmé que d'ici 2035, on réduirait cette part à 50%. Donc ces projets d'énergie renouvelable, elles ont vocation, certes, à répondre aux besoins d'augmentation de la production d'électricité, mais également de se substituer aux quelques réacteurs nucléaires qu'on sera contraint de fermer, parce qu'ils vont arriver en quelque sorte à leur fin de vie, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Alors ensuite, pourquoi le choix de la Méditerranée ? Qui dit vent, on habite ici, que vous soyez en Occitanie ou en PACA, on a le Mistral, la Tramontane, on est vraiment sur un territoire de vent, donc ça vient rapidement à l'esprit que c'est un territoire qui a des caractéristiques et des atouts naturels pour accueillir cette technologie. On est également sur des fonds qui sont relativement profonds et qui sont tout à fait adaptés à la technologie du flottant. Et enfin, on a une mer qui a assez peu de marée par rapport à l'Atlantique, et ce qui est quand même favorable pour implanter la technologie du flottant. On a aussi des régions, la région Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont vraiment résolues à développer les énergies renouvelables à la fois pour leur avenir industriel et énergétique. Et puis on a sur la chaîne de valeur des entreprises françaises localisées en Occitanie, en PACA, qui pourraient accompagner le développement de ces projets. Donc oui, on a besoin de ce projet pour faire face aux raisons que je viens d'évoquer. Le choix de la Méditerranée, c'est un choix à la fois technique et économique. Et puis se pose la question de la biodiversité. Donc pour justement accompagner le débat public, on l'évoquait tout à l'heure, l'État a produit une étude bibliographique qui visait justement sur un certain nombre de compartiments à donner le maximum d'informations sur les connaissances que l'on a. Donc on a le compartiment mammifère marin, on a les oiseaux marins, et pas les oiseaux migrateurs pour les raisons qu'on a dites, puisqu'aujourd'hui la connaissance n'est pas suffisamment robuste. Et puis on a regardé aussi tout ce qui est poissons, mollusques et crustacés, et enfin les habitats benthiques au fond de la mer. Et on a donné dans une étude bibliographique des cartes qui permettent au public d'appréhender à l'échelle de ces zones d'études quels seraient finalement les effets de ces parcs éoliens sur ces ressources, avec des jeux de couleurs qui permettent de se dire, tiens, quand la couleur est foncée, là le risque est plutôt fort, et quand la couleur est plus faible, le risque l'est moins. Alors, comme on l'a rappelé, on a eu la transparence de dire la robustesse de ces données, donc toutes ces données n'ont pas la même qualité, mais en tout cas, c'est le maximum qu'on a pu faire au stade du débat pour pouvoir justement permettre d'identifier plus précisément les zones d'implantation de ces futurs parcs. Je le rappelle, ce n'est pas les 4 grandes zones d'études qui ont vocation à accueillir ces premiers parcs, mais seulement 10% de leur surface. Alors après, pour ce qui est de la question de l'Espagne, alors on a une question qui nous est posée aujourd'hui sur la plateforme du débat. Il y a un projet effectivement espagnol qui s'appelle Tramontana, qui est envisagé au large de la baie de Rosas. Donc on est en train de se renseigner sur la temporalité de ce projet, mais il interrogera sans doute, compte tenu du fait que les espèces ne respectent pas les frontières, et bien de se préoccuper au moment notamment
de la mise en œuvre des projets, des impacts cumulés de ces parcs s'ils devaient effectivement voir le jour. Voilà, j'ai essayé de rapidement répondre à vos interrogations. Étienne, vous aviez des compléments peut-être? Oui, alors je crois que mon devoir là, c'est d'intervenir sur un point sur la question des scénarios et de la question d'énergie. Vous avez posé la question très clairement, monsieur, est-ce qu'on a besoin d'énergie ou pas? Et vous avez compris, moi, mon travail, c'est d'embêter un peu ces messieurs pour que, en fait, ce qu'ils disent ne soit pas forcément pris pour argent comptant, et est-ce que vous puissiez vous faire une idée des choses et avoir votre autonomie de réflexion et de pensée pour pouvoir critiquer aussi ce qu'ils peuvent dire. Donc je me permets de le présenter comme ça parce que je pense que c'est important. Et M. Autric, vous avez évoqué effectivement les scénarios RTE que M. Bocnet avait aussi mentionné et les scénarios négawatt. Donc moi je vous invite vraiment à vous renseigner, à aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Parce qu'effectivement dans le débat public, il a été assez clair. On a eu une réunion entière là-dessus. Vous pouvez en voir le replay sur le site du débat, c'est assez simple. À mon avis, elle est éclairante, parce qu'on a entendu RTE présenter ses scénarios et Négawatt présenter ses scénarios. Et il y a effectivement un écart important. Et pas forcément un écart de fond dans l'analyse, je crois que d'ailleurs ils en conviennent, aussi bien RTE que Négawatt, c'est-à-dire la division par deux de la consommation énergétique à 2050, c'est à peu près le même objectif. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont assez claires, la neutralité carbone, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont partagées. En revanche, il y a véritablement un focus plus fort, une analyse qui diffère sur la question de la sobriété, et notamment sur la part comportementale de la sobriété. C'est-à-dire la part de sobriété qu'on atteindrait en changeant les comportements et pas seulement en changeant les technologies. Attention, il y a sobriété et efficacité, je vous rappelle, c'est un point important, l'efficacité c'est répondre aux mêmes besoins avec moins d'énergie, sobriété c'est évacuer ce besoin ou le traiter différemment et en tout cas ne pas consommer d'énergie pour y répondre ou en consommer moins, mais pas par la technologie mais éventuellement par le comportement. Donc c'est des sujets très forts, je pense qu'ils sont très intéressants et je vous invite vraiment à regarder. Qu'est-ce que dit Négawatt en 2 mots? Ils ne sont pas là mais je ne suis pas leur porte-parole, je ne fais que répéter ce qui s'est dit. Et en fait, ils considèrent qu'effectivement depuis quelques années maintenant, la courbe de la consommation électrique tend à stagner. Bon, elle a réduit à cause du Covid, bien entendu, mais sa tendance était à la stagnation. Et Négawatt propose un chemin, alors qu'on peut juger, que vous jugerez crédible ou non crédible, c'est justement à vous de vous faire une opinion, un chemin qui consisterait à électrifier les usages, certes, mais ne pas augmenter pour autant la consommation électrique du fait des efforts de sobriété et d'efficacité. Pour Négawatt, c'est possible, et donc Négawatt envisage à 2050 une stagnation de la consommation électrique sur, en gros, cet équilibrage entre augmentation par l'électrification et diminution par la sobriété et l'efficacité. Ce à quoi RTE a répondu clairement dans la réunion en disant nous, les comportements, la part comportementale, on préfère pas trop se baser dessus parce qu'on y croit à moitié. En tout cas, on est sûr que ce sera le plus difficile et c'est la part probablement qui sera plus difficile à comprimer de la consommation. Et donc, nous jugeons que c'est plus 35% avec une variation qui sera potentiellement liée à l'évolution des comportements. Et vous voyez bien que la façon de voir les choses n'est pas la même. Et la façon de répondre à votre question, y a-t-il besoin d'énergie ou pas, n'est évidemment pas la même en fonction du regard que vous prenez ou du scénario que vous regardez. Yannick Bocnet, peut-être compléter? Juste compléter et puis rappeler scénario RTE le 25 octobre, scénario Négawatt le 26 octobre. Négawatt avec qui RTE a travaillé parmi notamment plus de 3000 contributions, plus de 150 parties prenantes sur ces scénarios futurs énergétiques 2050. Donc Négawatt était partie prenante de ces scénarios-là, a proposé son scénario de sobriété. Une partie a été intégrée par les travaux de RTE, mais comme l'a rappelé Monsieur le Président, effectivement, on était plus sur un principe alors peut-être de pragmatisme ou de réalité ou d'observation prudente, j'allais dire, et donc seulement une partie de cette sobriété a été intégrée dans les différents scénarios. Mais vous verrez parmi les scénarios, alors non plus de consommation cette fois-ci, mais de production. Ce sont 6 scénarios qui sont proposés avec 6 propositions de mix énergétique. Ce ne sont que des propositions et charge ensuite à l'État de s'en saisir et aux citoyens également. Je vous propose qu'on repasse du côté de la salle. Est-ce qu'il y a des interventions? Allez, monsieur, Emma, c'est à vous cette fois pour le micro. Je vais vous demander de vous présenter, monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur Faury, j'étais ex-président de l'association Alliance électrique Corrèze
responsable prévention, et je faisais partie des membres permanents du GPSE, Groupement Permanent Sécurité Électrique au niveau Paris. Pour vous relater par rapport au comportement et puis par rapport, disons, à la sensibilité des gens sur l'électricité. En 90, il y a eu un protocole d'accord sur l'aménagement du territoire dans le milieu en principe agricole. Donc nous, un Groupama Mutualité Agricole, on a monté une action de prévention pilote, unique en France, et cette action portait sur la mise en sécurité et mise en conformité des installations électriques au niveau agricole. On touchait également les communes, notamment pour des problèmes électriques et foudre. Donc on a fait la protection globale, protection du site. C'est une action qui était unique en France et qui est développée sur le département de la Corrèze et également sur les départements limitrophes qu'on pouvait toucher. Donc cette action a duré pas mal d'années et en 2000, il y a eu un deuxième protocole d'accord et qui a été sous l'égide du GPSE, Groupe Permanent Sécurité Électrique, par le ministère de l'Agriculture. C'était Dominique Blatin, ingénieur du greffe, qui organisait cette action. Donc l'action de la Corrèze a été reconnue. Ce qui est dommage et dommageable, c'est que l'action a été c'est une action nationale qui a été uniquement développée sur le plan pratique que sur la Corrèze. On faisait 90% des labels sur la France, c'est-à-dire que les 10% restaient sur les 100 départements. Donc, à la fin de mon activité en 2006, parce que j'étais animateur de ça, on avait fait à peu près 1700 labels et au moins le double de diagnostics. Donc, le diagnostic électrique était... Et à l'époque, EDF avait une prépondérance sur la partie électrique jusqu'en 2002-2003. Et bon, nous, on a continué mais avec les actions de Consuel pour Motelec. Donc, il y avait une action de Consuel sur le diagnostic électrique. Ce diagnostic allait à EDF, à France Télécom, à l'exploitant et à nous-mêmes. Donc, il y avait un suivi. Suite à ce diagnostic, il y a eu forcément des travaux ou non. Quand il y avait travaux, il y a eu un label. Donc, deuxième visite. Moi, j'y participais totalement. Je suivais Consuel pour Motelec. Et on faisait une brochure, admettons, 3500 exemplaires, qui était distribuée à tous les professionnels, les architectes, les communes. Bon, tout le monde était informé. Et c'était une action pilote, mais pas obligatoire. C'était les gens qui demandaient d'avoir une installation conforme et réglementaire, surtout dans le domaine agricole. Bon, il y a des conformités, des obligations qui sont annuelles. Donc, on répondait à cet exemple. Ce qui est dommageable, c'est que le reste de la France n'a pas trop abondé dans ce système-là. Et on s'aperçoit que de nos jours, on cherche des professionnels compétents. Je pense que, suite à ça, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à réfléchir et à penser, parce que normalement, au niveau du GPSE, où RTE, M. Deschamps, l'ingénieur, était présent, et on a fait des actions un peu globales, c'est-à-dire même pour les postes de groupes électrogènes, des groupes électrogènes qui venaient de l'étranger, qui avaient des problèmes d'équipement-citalité ou des problèmes de terre. Donc, on y avait un label. On a fait également une opération pilote en France, c'est peut-être une opération principale et unique, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes électromagnétiques sur des lignes de tension, et on a fait un diagnostic par l'intermédiaire du GPSE, à niveau Paris, avec les ingénieurs de France Télécom ainsi que d'EDF, et les gens de RTE, et avec les comment on appelle ça, les intervenants, c'est-à-dire les professeurs vétérinaires de la maison Alfort. Donc c'était une opération pilote et on s'aperçoit que lorsqu'on veut vraiment rentrer dans la technique et dans l'illégalité, parce que c'était des options légales, au contraire qui étaient expérimentales, mais qui étaient obligatoires, parce que normalement, comme je dis, dans le domaine agricole, en dehors de l'habitation, il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires. Donc on répondait à la législation, on répondait à la technicité, et ça a œuvré dans le sens que comme quoi ça apportait un plus, un bien pour les artisans. Et on faisait des portes ouvertes, on participait à plein d'actions et des foires expositions, donc c'était assez complet, voilà. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle, d'autres questions? Ici, monsieur. Alors, si vous voulez bien, je vais passer de ce côté d'abord, parce que peu de personnes sont intervenues de ce côté. Emma, je vous laisse apporter le micro, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, présentez-vous, je vous en prie.
Bonjour, Christophe Véhudès de l'UNEL. Donc, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de mégawatts. J'aimerais avoir des précisions sur s'il s'agit de puissance maximale, de puissance moyenne, parce que un des principaux arguments contre ces énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, c'est la constance de la puissance délivrée. Alors, est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements sur ce point? Merci. Qui veut répondre à la question? Frédéric? Et puis peut-être Yannick ou... Oui, allez-y. Alors, donc, par rapport Merci, à votre questionnement, quand on parle d'un parc de 750 MW, par exemple, on veut en faire 2, ce qui fait 1,5 gigawatt, c'est la puissance installée, c'est la puissance nominale. Après, une éolienne, il y a un certain nombre de jours dans l'année où elle ne va pas tourner, parce qu'il va falloir l'entretenir. Il y a des jours où il y aura peut-être moins de vent. Et donc, on a ce qu'on appelle un facteur de charge qui permet de savoir combien elle a produit réellement dans l'année, ramené à sa puissance nominale. On n'est pas sur un facteur de charge de 100%, puisqu'elle ne tourne pas 100% du temps à sa puissance maximale, ou, dit autrement, sa puissance nominale. Et voilà, donc on essaye de regarder un petit peu ça. Pour vous donner des ordres de grandeur, sur les énergies renouvelables, pour le photovoltaïque, on est, en tout cas nous, sur l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur un facteur de charge de 15%. Sur l'éolien terrestre, on est sur les deux régions à 25%. Et là, pour l'éolien en mer, compte tenu de la régularité des vents et de leur force plus importante, on est parti sur des hypothèses de 50% de facteur de charge. Pour répondre à votre question, donc on est vraiment dans l'idée que nos éoliennes en mer produiront 2 fois plus qu'une éolienne à terre, et donc presque 3 ou 4 fois plus qu'un champ photovoltaïque pour la même puissance installée. Sujet important en effet. Yannick. Juste un petit complément pour faire une analogie pour tout le monde. On entend souvent éolienne égale intermittence. Moi, je dirais plutôt variabilité. Intermittence, c'est vraiment, lorsqu'on est à la maison, c'est l'interrupteur de la lumière. Soit c'est allumé, soit c'est éteint. Variabilité, c'est j'ai une lampe de chevet avec un variateur manuel et je varie l'intensité de la lumière. Et donc, c'est exactement ça. Donc, Frédéric a souligné qu'en fonction de l'année, en fonction de la journée ou de la nuit, l'éolienne tournait plus ou moins vite. Donc, c'est la variabilité de l'éolienne. Alors, bien entendu, quand il n'y a absolument plus de vent, là, on est vraiment en position éteinte, mais ce n'est pas dans la généralité du temps de ces machines-là. D'autres interventions? Alors, je sais que monsieur voulait intervenir. S'il y en a d'autres dans la salle, faites-moi signe. Christine, si vous voulez bien, ici devant, au second rang. Le micro se déplace. Présentez-vous, monsieur. Donc, Bruno Franche, je suis le directeur d'un centre permanent d'initiative pour l'environnement, une association d'éducation environnement. Et le CNDP, le CPDP en l'occurrence, est venu nous chercher pour accompagner le recueil des avis citoyens. Et je voulais non pas m'exprimer sur le fond, sur les éoliennes flottantes en Méditerranée, mais sur la double question à la fois de la participation et des avis citoyens, puis sur la question de la pédagogie. Sur la question de la participation et des avis citoyens, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de faire en sorte d'aller recueillir les avis de gens qu'on n'aurait pas forcément associés. Et donc, dans la démarche qui a été mise en place, on a été par exemple attentif, on est sur Montpellier, nous, à aller interroger les gens des quartiers pour avoir peut-être des réflexions un peu différentes. Et par exemple, la réflexion autour du prix de l'énergie, du prix de l'électricité, c'est très largement invité dans la discussion, peut-être plus qu'avec d'autres publics, avec des sensibilités environnementales qu'on connaît assez largement et qui du coup s'interrogeaient plutôt sur les questions d'un côté d'énergie renouvelable et de l'autre côté de préoccupation par rapport à la biodiversité. Donc ça, c'est la première question sur comment on va chercher le plus possible des gens qui ne se seraient pas exprimés et comment on dit que finalement cette question de l'énergie en mer, c'est pas simplement la question des côtiers, mais c'est aussi une question qui devrait pouvoir concerner des gens un peu au-delà des côtes. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième question, c'est la question de comment est-ce qu'on fait de ces moments de consultation, ou en tout cas de recueil d'avis citoyens, des moments de pédagogie. Parce qu'on voit bien à la fois la difficulté de le faire, parce que quand on fait de la pédagogie, on peut déjà être dans induire les réflexions et ce que disent les gens. Mais en même temps, on voit bien que si on n'accompagne pas le fait de demander aux gens, qu'est-ce que vous en pensez, d'un travail pour les équiper intellectuellement, d'un travail pour les accompagner dans la réflexion critique sur une question qui, par définition, ce qu'on a bien vu en interrogeant les gens, c'était qu'elle était un minimum très complexe. C'est-à-dire que même au nom de la transition écologique, eh bien, les questions d'énergie renouvelable d'un côté, les questions d'impact éventuel, amenaient à avoir des réflexions complexes dont on voyait que même sur des types de populations, je
pas, sur le tourisme, on a les communes qui ont considéré que c'était un impact visuel et que c'était gênant, et puis on a les communes qui ont considéré que c'était la commune 2.0 et que c'était une dimension très commune dans le coût, et ainsi de suite. Donc voilà, cette question de comment on fait en sorte que ça accompagne la pédagogie, une meilleure connaissance des problématiques, voire même une réflexion plus globale, et quand on parle d'énergie, les questions autour du négawatt, les questions autour du développement, de la réflexion et de l'expertise citoyenne, je trouve que c'est une formidable opportunité pour avancer dans la connaissance. Parce qu'un dispositif de concertation, c'est systématiquement un dispositif apprenant dont les gens ne sortent pas de la même façon qu'ils sont rentrés. Merci beaucoup. Étienne, peut-être votre intervention. Ouais, merci beaucoup. Bon, effectivement, je vais commencer par déjà louer le travail que vous avez produit et que vous êtes encore en train de produire, parce que ça a été un plaisir de travailler avec le CPIE. Et puis c'est une logique importante. Il ne faut pas trop se faire d'illusions et il faut bien voir que vous êtes un peu des héros là dans la salle. Je le dis comme ça, pas que pour vous flatter, mais vous déplacer un soir de semaine pour venir ici pour débattre. Vous êtes plus très nombreux à vouloir le faire, à pouvoir le faire, à faire cet effort. Donc, et moi, déjà, je vais remercier aussi tous ceux qui sont là dans la salle ce soir, parce que vraiment, c'est devenu rare. On organise des débats parfois en présentiel avec des gens dans une ville, et comme on donne la possibilité d'être aussi connecté en visio, les gens restent chez eux dans la visio, et ils viennent pas dans la ville. On dit, mais monsieur machin, vous êtes à 7, on fait une réunion à 7, vous n'êtes pas dans la salle? Ah bah non, je suis chez moi. Bon, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut prendre au sérieux cette question de la participation, il faut effectivement aller vers les personnes là où elles sont, ouvrir le plus large possible les canaux de la participation, moi c'est comme ça que je le dis, ou les tuyaux, je ne sais pas comment expliquer autrement, et les diversifier un maximum. Donc on est ravis ce soir aussi d'être avec vous, le Midi Libre, pour pouvoir déclencher ce type d'opportunité et ce type de discussion, et de demain matin d'être au petit bar avec vous à 10h du matin. Voilà. Et c'est vraiment que ce matin on était à la Belle de Mai à Marseille, et voilà, effectivement, d'aller chercher les personnes là où elles sont, c'est devenu quelque chose d'important. Et on le fait pas pour forcer les gens, ça c'est un point important. Ce matin, on a pris, et on prendra aussi, on prend toujours des vents, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, les gens qui disent non, j'ai pas le temps, qui croient qu'on a quelque chose à leur vendre, enfin bref, plein de choses comme ça. Mais en fait, au-delà de ça, on voit énormément d'appétit pour la discussion quand on est dans ces situations-là. On voit beaucoup d'envie, en fait. Les questions d'environnement et d'énergie sont des questions qui, certes, il y a encore beaucoup à apprendre, mais où les gens savent déjà beaucoup. Où le public a entendu énormément de choses et sait que ça touche au futur, à l'avenir de nos générations, autant qu'au présent immédiat de comment je paye ma facture à la fin du mois. Et ça, c'est extrêmement passionnant parce que du coup, où qu'on installe cette discussion, elle se déclenche. Enfin, c'est l'expérience qu'on a eue et qu'on en a, elle se déclenche systématiquement. Donc ça, c'est important. Et j'apprécie aussi beaucoup le commentaire que vous avez fait sur le fait que les gens sortent changés de cet échange. Alors, je ne sais pas si vous allez sortir changés de cette réunion ce soir, j'espère. Mais ça, c'est chacun. Mais en tout cas, c'est tout à fait systématique, effectivement. Et moi, je dois reconnaître, pour animer pas mal de débats publics ou de concertations, qu'on peut nous caricaturer un peu, là, les gens du Sud. On est comment dire, on serait un peu borné, un peu vif, et puis on dit ce qu'on a à dire et on s'en va, quoi. Voilà, parfois un peu brutalement, etc. Et alors, franchement, on a des leçons à donner aux débats publics normands, bretons ou aquitains. Au contraire, le temps qu'on donne à la réflexion, l'approche de la complexité, même si on n'est pas a priori comme ça connaisseur des sujets, des gens vraiment qui ne sont pas là-dedans et qui vous disent dans la rue, qui ont des réflexions d'une nuance et d'une complexité assez impressionnante. Voilà, donc ça, moi, je trouve que c'est un enseignement très fort de notre débat. Alors, en plus de ça, il se fait que l'autre caricature, c'est d'être un petit peu vif et un petit peu sanguin, et en plus, on a un débat qui, au contraire, se passe dans des conditions de civilité tout à fait exceptionnelles. Donc, c'est à nouveau un cliché qu'on fait mentir. Mais ça, c'est pas le plus important. On pourrait aussi finir à se battre dehors. Moi, le débat n'est pas terminé. Hein. Voilà, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Mais en revanche, je trouve assez passionnant, effectivement, qu'en ouvrant tous ces canaux, on rencontre partout un appétit de débat et de discussion qui est très fort sur ces sujets. Merci. Qui veut compléter peut-être? Frédéric? Alors,
pas sur la philosophie du débat, mais peut-être sur une dimension qu'on n'a pas abordée ensemble. On a abordé la question de l'énergie, la question de l'environnement, mais on n'a pas du tout abordé la dimension socio-économique de ces projets. Parce que, je veux dire, la politique de transition énergétique que met en place le gouvernement, c'est une transition qui s'appuie aussi sur l'économie, faire en sorte que des emplois puissent être créés. Et je voulais donner un peu des ordres de grandeur. Aujourd'hui, on entend, oui, mais l'éolien en mer, ok, il y a des ambitions françaises. Vous avez lancé les premiers appels d'offres en 2011. Il n'y a encore aucune éolienne commerciale qui est installée. Je préciserai que le premier parc qui effectivement verra le jour et qui sera mis en service n'est pas à Saint-Brieuc mais à Saint-Nazaire en 2022. Et qu'aujourd'hui, près de 4800 emplois existent en France sur l'éolien en mer. Alors principalement pour avoir accompagné des projets à l'export et puis pour ces parcs français qui sont en train de se déployer sur les façades atlantiques. Donc ça, c'est un point important. Il y a cette ambition, et notamment sur le flottant, qui est une technologie nouvelle, que la France se positionne comme un leader de cette nouvelle technologie. C'est pour ça qu'il y a eu des fermes pilotes qui ont été initiées en 2016 avec un appel à projet de l'ADEME et qu'on souhaite développer en Bretagne, un débat public qui s'est clos il y a quelques mois pour le premier parc commercial flottant, et puis ici en Méditerranée, avec une capacité finalement à ce qu'il puisse y avoir des retombées économiques pour les territoires. Et je préciserai enfin qu'il faut avoir en tête que l'éolien flottant, par rapport à l'éolien posé, c'est qu'il a l'avantage finalement d'assembler la turbine, donc l'éolienne, sur le flotteur à terre. C'est-à-dire qu'on ne construit pas en mer, on construit à terre. Et donc il nous faut à terre des ports qui soient capables de pouvoir assembler ces installations pour qu'elles soient ensuite mises à l'eau. Et on a sur cette façade maritime méditerranéenne des ports qui sont en capacité d'accueillir ces activités de construction, mais aussi des activités de maintenance, puisque quand le parc est en service, il faut pouvoir avoir une base logistique à proximité. Donc on a le grand port maritime de Marseille-Fos, et puis le projet qui est porté par la région Occitanie d'étendre le port de Port-la-Nouvelle pour accueillir notamment le développement des fermes commerciales. Donc il y a des retombées économiques qui sont attendues sur les territoires. Yannick Philippon. Pour revenir, être aussi terre à terre sur la question de l'électricité, du prix de la facture, est-ce qu'on a des idées sur... Est-ce qu'on va être gagnant? Est-ce que le consommateur va être gagnant sur cette fameuse facture à la fin du mois? Je ne sais pas qui peut répondre, peut-être Yannick ou... On attend votre réponse avec impatience. Importante réponse. Tout repose sur mes épaules, je ne pense pas. Non, moi je peux répondre sur la partie raccordement, en tout cas, ce que ça pourrait peser. Le raccordement par rapport au parc est donc bien payé par RTE, donc c'est Réseau Transport Électricité qui assure le coût d'investissement et d'exploitation de ce raccordement-là. C'est la loi, c'est notamment la loi d'un État pour une société de confiance, au service d'une société de confiance qui nous a confié ce rôle-là. Et c'est de par la rétribution majoritaire de RTE, c'est-à-dire le TURP, alors je vais vous traduire quand même, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui permet de rémunérer les actions de RTE et notamment les investissements qui sont faits. Et ce TURP est réglé et payé par les utilisateurs du réseau et donc de l'électricité. Si on prend un gros camembert, l'électricité, le coût de l'électricité, c'est 30% pour tout ce qui est production électrique, 30% pour la partie consommation et 30% pour la partie, 30% pour la partie taxe et la partie transport. Donc nous, on est une part de ce camembert-là. La partie grand transport électrique pèse entre 6 et 8% de la facture d'un client résidentiel tertiaire moyen, je vais dire. Donc voilà, ça c'est la part vraiment du TURP grand transport sur la facture vraiment du citoyen en moyenne. En termes d'évolution, le TURP donc est réglementé, régi par une commission indépendante qui s'appelle la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, et qui tous les 4 ans, à qui on soumet tous les 4 ans une grille de prix pour justement nous permettre de soutenir nos investissements et nos coûts d'exploitation de nos réseaux. Et donc tous les 4 ans, la CRE renégocie avec nous et en tout cas nous impose un certain nombre de choses là-dessus.
Juste un ordre d'idée par rapport au précédent tarif d'utilisation réseau public d'électricité et le nouveau qui s'est mis en place au mois d'août de cette année, il y a eu une augmentation de 0,9% donc par rapport au précédent tarif d'utilisation. Oui, je voulais quand même répondre à la question du prix de l'électricité parce qu'on a tous, on est tous au courant des actualités. Oui. Je pense qu'on a perçu qu'en fait, le prix de l'électricité, il dépend d'un marché européen. C'est-à-dire qu'en fait, il déconnecte le coût de production de l'électricité dans chaque pays, où la France s'enorgueillit d'ailleurs à juste titre d'avoir un prix de production assez faible de son énergie électrique, mais ensuite c'est mis en commun au niveau d'un marché et on a des fluctuations de prix qui sont notamment pour le prix de l'électricité indexées sur le prix du gaz et lui-même on a vu qu'il y a eu des grosses inflations. Donc par rapport à la question que vous nous posiez, voilà, je voulais vous dire que indépendamment du coût de production de ce que peut coûter l'éolien en mer, et on pourrait vous y répondre puisque c'est effectivement encadré, ça sera déconnecté du prix finalement que vous allez payer l'électricité. Donc c'est ça qui est un peu particulier. Je crois que le ministre de l'économie s'était d'ailleurs ému de cette situation. Alors je ne sais pas si les choses évolueront, mais voilà, il faut avoir en tête ça. Nous l'espérons du moins. Frédéric Autric, on va vous remercier. Yannick Bocquet, évidemment. Nous allons terminer ce débat. Nous sommes dans les temps, mais Étienne, peut-être, on a assisté à un débat, vous l'avez rappelé, très constructif, hein, avec à la fois des interventions très pertinentes, très concrètes, des propositions, quelques-unes, et puis des réponses que vous avez apportées pour alimenter ce débat. Mais on peut aller plus loin. C'est ce qu'il faut aussi qu'on puisse dire à la fois aux personnes qui sont dans la salle et qui nous regardent ce soir, c'est que ce débat n'est qu'un des nombreux rendez-vous et un des nombreux outils pour pouvoir évidemment participer et échanger. Oui, en effet. Alors, merci. Je vais peut-être un peu illustrer du coup ce que vous venez de dire à travers les deux sujets qu'on vient d'évoquer rapidement et à mon avis qui mériteraient qu'on aille plus loin. Donc là, ce sera peut-être pas ce soir, mais je vous invite vraiment à continuer l'échange. Sur la question du prix et de l'économie, je pense que vous avez compris pour RTE effectivement le recours au TURP. Mais il y a aussi, et je pense que c'est important de le dire, Frédéric Autric, c'est un long développement sans doute, mais il faut insister sur le fait qu'aujourd'hui, les deux projets qui sont présentés nécessiteront un complément de prix, c'est-à-dire une garantie de prix pour l'exploitant qui sera assurée par les finances publiques et donc par le budget de l'État. Et c'est intéressant. Et en même temps, tout en disant ça, il faut bien se situer dans l'idée que, évidemment, dans le débat public déjà, on débat de la possibilité ou non que pour les projets suivants, ce complément de prix disparaisse, ou qu'en tout cas, les producteurs puissent effectivement réduire petit à petit le prix de revient de leur production pour arriver au prix du marché. C'est un point important, parce que quand on va dire oui, mais là, il y a un complément de prix, ça va coûter cher aux impôts, oui, c'est vrai dans un premier temps, et il faut bien le prendre en compte, parce que ça a un impact évident, et en même temps, dans une logique ensuite de réduction. Donc, mais y compris la question du prix, c'est une question qui se joue dans le temps. L'autre question, conclusion très classique, le temps, maintenant l'espace. Absolument. Oui, c'est très bien. L'espace, monsieur tout à l'heure nous a demandé des questions préalables, mais pour finir par dire pourquoi la Méditerranée et où en Méditerranée. Donc c'est un peu sur ce point-là. Aussi, là, on doit aller plus loin, et le débat vous propose d'aller plus loin. D'une première chose, l'État est arrivé dans ce débat avec 4 macro-zones qui ont été présentées des zones d'études présentées dans le film. Il se fait que dans ce débat se pose la question des projets qui suivraient éventuellement après. Après ces deux-là, y en aura-t-il d'autres? Les régions pensent qu'il devrait y en avoir d'autres. L'État, pour le moment, dit que peut-être, mais il ne sait pas très bien, il ne nous dit pas encore exactement combien ni où. Il renvoie plutôt à un exercice de planification qui va venir un peu plus tard. Et il y a un certain nombre d'acteurs, notamment de la filière industrielle, qui disent mais en fait, le plateau continental, c'est bien, les macro-zones sont intéressantes, mais en fait, on peut déjà aller plus loin parce que la technologie des plateformes flottantes est une technologie qui est, elle, mature. Alors, mettre une éolienne dessus, c'est pas encore une technologie complètement aussi mature, mais la plateforme, elle est mature, et donc, potentiellement, des développeurs disent on peut aller au-delà des profondeurs actuelles et des distances aux côtes actuelles. Et donc, y compris la question de la localisation en Méditerranée, elle est ouverte dans ce débat. Il y a les zones proposées par l'État, mais il y a aussi la dynamique du débat, le fait que les échanges produisent l'idée que peut-être ce serait intéressant de regarder au-delà, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu rapidement, au-delà du canyon, au-delà dans la plaine abyssale. Ça posera évidemment plein d'autres sujets, plein d'autres questions, plein d'autres problèmes, ça soulèvera plein d'autres objections ou au contraire points plus favorables. Donc ça c'est vraiment un point important. Dans ce débat, on vous propose d'imaginer large dans le temps et dans l'espace. Alors pour le faire plus concrètement et pour atterrir sur
propositions tout à fait précises. J'en ai 2 à faire ce soir. La première, c'est que si l'échange qui a eu lieu ici vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, il y a quelque chose de très simple. C'est un outil qui s'appelle J'entre dans le débat, qui est sur le site internet du débat public, qui est très facile, que vous pouvez faire vous-même et surtout conseiller à tout votre entourage, vos enfants. La charte de l'environnement ne précise pas que toute personne, c'est les citoyens majeurs. Hein. Donc un enfant de 5 ans, hier j'ai interrogé une petite fille de 5 ans avec son père et elle m'a donné des choses hyper intéressantes. On travaille avec les écoles et c'est très intéressant. Donc tout le monde peut vraiment toucher à cet outil. Il est assez simple d'utilisation, très ludique. Il vous permet de réagir à des arguments qui ont été déjà exprimés dans le débat. Ça, c'est en ligne. Et le deuxième, c'est pas en ligne justement, mais comme vous êtes venu ici ce soir, c'est que peut-être vous aurez envie d'aller un peu plus loin sur la localisation. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, il y a des zones qui se différencient, qui se distinguent dans cette Méditerranée française, dans ce golfe du Lion, où effectivement il serait alors soit plus favorable, soit moins défavorable, soit carrément complètement impossible d'installer des éoliennes. Et pour cela, on vous donne 3 rendez-vous. Un rendez-vous à Arles après-demain, vendredi matin, mais je pense peut-être plutôt pour vous un rendez-vous à 7, samedi matin, de 9h à 14h. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, à Perpignan la semaine prochaine, des réunions en présentiel où on regardera et on délibérera de façon très collective sur des cartes pour savoir si oui ou non, eh bien, des zones ou des espaces se distinguent pour accueillir ou au contraire, surtout ne pas accueillir les éoliennes flottantes en Méditerranée. Merci Étienne pour cette conclusion concrète. On va aussi rappeler à notre public sur l'ensemble des supports de MidiLibre.fr que l'on prolongera évidemment ce débat sur l'ensemble de nos supports dans le journal Midi Libre et que, évidemment, dans cette salle, vous pouvez prolonger puisqu'il y a des bulletins à l'extérieur qui vous permettront d'écrire ce que vous n'avez peut-être pas dit ce soir lors de ce débat et les questions, propositions et échanges que vous n'avez pas évoqués avec nos 3 invités que je vais remercier. Merci Yannick Philipponin pour cette co-animation. Merci à Christine et à Emma pour les micros si précieux. Merci à vous tous. Très très bonne soirée. Merci. Merci.